Bien, bonjour à toutes et à tous. On est ravis de vous accueillir ici à l'Université Paris Dauphine pour cette nouvelle conférence du séminaire Innover en Management, Cercle d'innovation. Sébastien Damar, je suis professeur ici à l'Université Paris Dauphine. Je suis également chercheur associé au Cercle de l'innovation et puis co-responsable de l'équipe de recherche MLab. On a le plaisir ce matin d'accueillir Marie Roussy. Marie Roussy, alors c'est un plaisir d'abord personnel, tout à fait égoïste, puisque j'ai eu l'opportunité, le plaisir, la joie de co-encadrer la thèse de Marie, qui a soutenu il y a quelques mois maintenant, en novembre dernier. Marie Roussy, donc, qui a travaillé donc sur cette thèse à l'équipe de recherche MLab ici à Dauphine, et puis qui est également membre du collectif Making Tomorrow. C'est c'est de là que j'imagine tu vas parler aujourd'hui. Marie va nous parler science-fiction, enfin, elle va nous parler du futur. On était en train d'en parler juste avant, là. C'est plutôt du futur dont elle va nous parler, mais du futur de ce qu'on peut en dire à partir de la science-fiction. Elle va nous en dire un petit peu plus. Marie, je te propose de te donner la parole. Bonjour à toutes et à tous. Marie Roussy, je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui. Donc, comme l'a présenté Sébastien, qui était co-directeur de ma thèse avec Sonia dans le Dunois, je suis jeune docteur. Tout récemment, j'ai réalisé ma thèse sur l'expérimentation Red Team Défense. Est-ce que certains d'entre vous, donc je sais que certains d'entre vous en ont entendu parler, mais globalement, est-ce que c'est connu, pas connu, juste pour savoir ce que j'en dis au départ? Je vois des oui, j'ai entendu un non. Merci madame, comme ça permettra de vérifier. L'expérimentation Red Team Défense, c'était un programme du ministère des Armées français qui a voulu essayer de travailler avec la science-fiction. Et donc, ils ont mis en place un collectif d'auteurs, d'autrices, de designers, d'illustrateurs qui ont eu la mission très sérieuse, en fait, de produire des histoires de science-fiction sur de futures menaces pour la France et ses intérêts à horizon 2061. Très lointain, 2030-2060. Et ces récits étaient derrière traités au sein des armées pour alimenter leurs réflexions stratégiques, leurs programmes d'innovation, leurs programmes de R&D. Et du coup, moi, j'ai eu la chance, en fait, d'être ingénieur de recherche sur cette expérimentation, donc de travailler au quotidien avec des militaires, avec ces auteurs, avec l'ensemble de l'écosystème que je vous présenterai un petit peu plus, qui a travaillé à réaliser ces scénarios. Je n'ai absolument pas traité derrière les scénarios. J'ai été vraiment dans la phase amont de production, de conception, de savoir quel type de scénario on produisait. Et j'ai un petit peu mis en perspective ces travaux en collaboration avec les armées. Enfin, ils étaient d'accord pour qu'on réalise une thèse là-dessus. Avec Sébastien et Sonia, notre objectif, c'était vraiment venir de comprendre comment se réaliser le travail avec la science-fiction. Depuis ma soutenance de thèse, donc j'ai deux métiers qui se rejoignent. En fait, je suis analyste stratégique au sein d'Alta, donc notamment sur tous ces sujets de sécurité et défense suite à mon expérience au sein des armées. Et je suis chargée prospective chez Making Tomorrow, qui est une agence de conseil dans laquelle je mets en application en fait ces principes de design fiction pour d'autres acteurs, du civil, du public, du privé, etc. La Red Team Défense, c'est parti d'un principe assez fort qui venait notamment de ce monsieur Emmanuel Kivan, donc qui est ex-délégué général pour l'armement, qui était directeur de l'agence innovation de défense, pour ceux qui connaissent, du ministère des Armées français. Quand il a lancé en fait le programme Red Team Défense, son ambition était forte, c'est-à-dire en fait on est dans des silos de pensée. On a du mal à penser en dehors de notre expertise, en dehors de la réalité de nos métiers, et on a besoin de percer en fait ce qu'on appelle ce qu'il appelait, je reprends ces mots, le mur de l'imaginaire. Et pour percer ce mur de l'imaginaire, pour être prêt, pour en fait anticiper des choses qui autrement on a du mal à voir, les fameux angles morts de la prospective, on a besoin de s'ouvrir et de se confronter à des regards qui sont extérieurs au regard de l'institution. Et lui, avec d'autres, ont décidé de miser sur le regard d'auteurs de science-fiction. Donc ils ont mis en place cette Red Team Défense. Il faut savoir que la Red Team Défense, en fait, c'est tout un écosystème. Au cœur, on a des auteurs, des autrices, des profils créatifs, en fait, qui avaient cette mission de concevoir, de proposer des idées créatives et de concevoir des récits de science-fiction. Pour les accompagner, il y avait ce qu'on appelle une Purple Team. En fait, ce programme, il a été coordonné, opéré par l'Université Paris Sciences et Lettres. Donc, je travaillais à l'Université Paris Sciences et Lettres pendant ma thèse,
où en fait l'objectif c'était de pouvoir mettre en phase des idées créatives des auteurs tous les experts scientifiques qui permettaient d'apporter de la cohérence ou d'assurer qu'en fait les idées étaient non absurdes. Et vous allez voir, c'est important parce que quand on travaille avec de la science-fiction, c'est pas du fantastique, c'est pas du magique. Justement, on a besoin d'une forme de rationalité, qu'elle soit scientifique, sociale, politique ou même juste dans le propos. À leur côté, il y avait également ce qu'on appelle une blue team, parce que miser sur des personnes qui sont extérieures à son institution, ça veut dire aussi des personnes qui n'y connaissent potentiellement rien à vos métiers. Or, quand il faut alimenter les réflexions stratégiques d'innovation du ministère des Armées, vous en doutez qu'il faut quand même pouvoir un petit peu viser juste. Et qu'on n'a pas accès notamment à, enfin, le ministère n'a pas ouvert ses portes en nous donnant accès à tous les dossiers, bien évidemment. Et du coup, on était accompagné par ce qu'on appelle une Blue Team, qui était des représentants de différentes directions du ministère des Armées, DGA, EMA, DGRIS, pour ceux qui sont habitués des acronymes, qui étaient là, en fait, pour accompagner les auteurs à juste dire oui, cette idée elle nous intéresse, non, celle-ci elle est déjà traitée, passer à autre chose. Donc c'est-à-dire qu'ils n'avaient pas de main sur les idées créatives. Par contre, c'était un rebond qui permettait d'assurer la cohérence militaire du propos et qui permettait de s'assurer qu'on produisait in fine des scénarios qui étaient intéressants pour les armées. Et tout cet écosystème, il a été managé, animé par ce qu'on appelle une black team. Donc c'est beaucoup d'acteurs qui ont mis différents rôles. Et moi, en tant qu'ingénieur de recherche, j'appartenais à cette black team. Voilà pour l'écosystème Red Team Défense. Je vais juste vous montrer une petite vidéo. Alors, comme on a également des problèmes techniques, je vais passer par YouTube. Je n'ai pas de bloc, donc j'espère que ça va passer. Mais pour vous montrer le type de rendu qui pouvait être fait. Est-ce que ça s'affiche? Ouais. Vous n'en pouvez plus de toutes ces infos, de toutes ces pubs, de tout ce vacarme numérique. Vous avez toujours rêvé de voyager dans le temps, de vivre une époque moins frénétique. Avec la nouvelle appli Rétrocarré, arpentez le beau carré paisible du tournant du millénaire. Au sein du confort de votre safe sphere préféré, revivez le passage à l'an 2000 et promenez-vous dans les rues de Montmartre vidées par le confinement de 2020. Rétrocarré, l'appli de voyage qui rajeunit. Carte interactive, 50 dates clés, 300 filtres et avatars disponibles. Donc voilà, ça c'est le type de rendu qui pouvait être fait. Donc ça a été produit en 2021. Pour le coup, on était vraiment juste après le confinement, donc ça avait un écho qui était assez fort à cette époque. En fait, cette expérimentation, donc, elle avait une date de fin, très clairement, dès le début. La date de fin, elle était à 2023, donc c'est pas un échec du programme qui se soit arrêté, c'est vraiment le ministère qui a dit, en fait, je teste pendant 4 ans. Il y a eu différentes productions, une partie est confidentielle, une partie est publique. Je vous invite à aller voir le site Red Team Défense, vous avez l'ensemble des éléments qui sont publics, des vidéos sur YouTube, comme vous venez de voir. Il y a différents sujets qui ont été traités, on a autant parlé d'injection immédiate de connaissances, que des batailles économiques sur la Lune, que des guerres écosystémiques où en fait les plantes, les forêts devenaient les ennemis des armées, que d'armes hypervéloces, ce genre de choses. Vraiment, l'objectif, c'était de créer à chaque fois, à chaque cycle de production, des scénarios inédits avec une thématique inédite. Voilà, sur le Team Défense, l'objectif, c'était surtout de vous planter le décor de d'où vient ma thèse et mes recherches, car vous l'aurez compris, je ne suis pas du ministère des Armées, j'ai juste fait ma thèse sur ce sujet-là, et aujourd'hui, moi, ce qui m'intéresse, et c'est pour ça qu'on est venu me chercher, c'est surtout de venir vous parler un petit peu de science-fiction et de comment est-ce qu'on réfléchit au futur au travers de la science-fiction. Bon, d'habitude, je pose la question, mais déjà, quand je vous dis science-fiction, pour vous, qu'est-ce que c'est? Alors, je sais que ça va être compliqué avec le métro, je peux peut-être juste répéter ce qui est dit. Quand je dis science-fiction, alors, on a interdiction au niveau des auteurs de réagir, mais quand on dit science-fiction, qu'est-ce qui vient directement à l'esprit pour vous? Rien? Côté anticipation future. Un côté anticipation, un côté futur. L'aventure, joli, oui, très beau. Ouais. Anticipation, futur, aventure. Catastrophe avec tous les dystopies. Possible. Très bien, en plein de sujets. Alors, il faut savoir que moi, j'ai commencé ma thèse. Il y a eu cette première réaction très forte de dire, en fait, la science-fiction n'a pas de définition univoque. C'est un corpus d'œuvres extrêmement large. C'est-à-dire qu'on va autant avoir la science-fiction du tournant 19e, 20e, avec les livres très connus, les Wells, les Jules Verne, que des choses plus récentes, comme la science-fiction chinoise, pour ceux qui connaissent le Cixin, The Wandering Earth. Le problème à 3 corps, exactement. Donc ça, c'est des choses énormes avec de l'espace, très très bien, oui, je suis totalement d'accord.
On peut avoir des blockbusters très connus qui ont une résonance dans la culture populaire, comme Matrix et notamment, vous savez, la pilule bleue, la pilule rouge. Tu prends la rouge, tu connais tout. Tu prends la bleue, tu ne sais rien. On peut avoir des choses qui sont beaucoup plus proches de nous. Donc on parle du futur, mais par exemple ce film, si vous l'avez pas vu, pour moi c'est un des chefs-d'œuvre de science-fiction. C'est Les Fils de l'âme, où c'est vraiment, je crois que ça a été tourné en 2012, après en 2020, c'est la fertilité, l'infertilité de l'humanité en général, catastrophe climatique, enchaînée avec conflits généralisés, mais vraiment, on est dans une anticipation à quelques années, beaucoup moins des millénaires. On peut avoir quelque chose également, donc on parle de dystopie, mais il y a aussi de la science-fiction qui est extrêmement comique, comme Le Dernier Restaurant avant la fin du monde, qui est pour les geeks de science-fiction quelque chose d'extrêmement connu et qui est très drôle à lire. Littéralement, on rigole en lisant ce livre. On peut avoir quelque chose qui est beaucoup plus contemplatif, qui regarde un petit peu l'humanité, comme Oli. On peut avoir également de la dystopie, du jeu vidéo, donc avec justement, j'ai oublié le nom là maintenant, c'est bête. Merci. Voilà, j'allais dire avec le nom, parce que voilà, avec The Last of Us, qui a eu un très gros écho, et avant d'être la série Netflix, qui était un jeu vidéo, qui est un des meilleurs jeux vidéo de ces dernières années. Voilà, donc vous voyez, énormément de thématiques, énormément de supports, énormément de points de vue sur le futur et même de projections vis-à-vis du futur. Donc vous en doutez, quand moi je suis allée voir Sébastien et Sonia en leur disant il n'y a pas de définition univoque, ils m'ont dit bah, ça marche pas en fait en recherche. Donc on a construit la définition par rapport à toute la littérature qui existait, qui avait une résonance par rapport à ce qu'on faisait au sein de la rétine défense. C'est-à-dire que la science-fiction, sur le plan théorique, c'est un corpus d'œuvres qui est varié, mais qui est réuni autour de 4 caractéristiques qu'on juge clés. À savoir, on vient proposer une nouveauté, mais cette nouveauté, elle est présentée au travers d'un raisonnement qui est spéculatif, cohérent et informé sur le plan scientifique. C'est-à-dire qu'on peut y croire. Même si c'est spéculatif, on peut y croire et c'est rationnel. Elle le présente dans un contexte futur et ce qui vient créer en fait une dialectique entre ce qui est familier et inconnu, ce qui crée le fameux sense of wonder, un peu le sentiment de vertige de j'y crois, et ce qui fait que parfois la science-fiction fait peur parce que justement on y croit et ça présente des choses qui ont un écho tout en étant différents par rapport à ce qu'on connaît. Et ce qui vient créer un jeu avec le futur mais sans jamais être prophétique. Vraiment, la science-fiction n'est pas prophétique. Rappelez-vous, à chaque fois, on se dit, c'est comme les Simpsons. On se dit, les Simpsons ont raison. Oui, sur 2000 épisodes, il y en a 3 qui visent juste. On se rappelle quand même. Et sur la science-fiction, il y a des choses qui ont visé juste. Il y a aussi beaucoup de nanars et des choses qui sont oubliées dans les tréfonds de la science-fiction. Donc vraiment, gardez ce principe même, c'est la science-fiction n'est pas prophétique, mais elle propose un jeu avec le futur qui est lié à une dialectique entre familier et inconnu au travers d'un raisonnement spéculatif, mais cohérent et informé scientifiquement. Et du coup, moi, je me suis intéressée également à me dire, mais les auteurs, ils en disent quoi de ce qu'ils font avec la science-fiction? Je suis allée voir du côté de Ursula Le Guin ou Le Guin, je ne sais jamais comment prononcer, qui est une des papesses de la science-fiction, qui dit, elle, très clairement, en fait, la bonne science-fiction, quand elle fait son travail, elle parle pas du futur, mais elle parle du présent. C'est un miroir de nos fantasmes et de nos peurs présentes qu'on vient projeter, déformer sur le futur. Et Romain Lucazot, donc qui est un auteur, un romancier français avec qui j'ai eu la chance de travailler sur différents projets, lui dit très clairement, en fait, moi dans la science-fiction, je parle du futur parce que c'est la seule condition pour qu'on accepte le changement, qu'on accepte des transformations d'ampleur et qu'on puisse considérer que les choses peuvent bouger. Et quand j'ai interrogé des romanciers de la rétine défense, et je leur ai dit, mais du coup, toi, quand tu es dans la rétine défense, que tu fais tes scénarios, qu'est-ce que tu fais? Ils m'ont dit, en fait, dans ce cas, quand je crée ce type de science-fiction, on va revenir sur ce type de science-fiction, c'est extrêmement important, ils disent, moi, ce qu'on me demande, c'est de l'inattendu acceptable. Et le mot acceptable est central. C'est-à-dire que on ne peut pas tout présenter au travers de la science-fiction, et encore moins quand on utilise de la science-fiction à des fins prospectives et en vue d'alimenter des réflexions stratégiques. Imaginez demain avec la science-fiction, alors déjà, moi, il y a un reproche, c'est de dire, en fait, j'ai commencé, hyper sexy, super sujet de thèse, avec plein de paillettes. C'est pas du tout inédit et c'est important de l'avoir en tête. Il y a une très longue tradition intellectuelle et créative de penser le futur au travers de la science-fiction. Typiquement, je vais vous donner un exemple, on pourra en détailler deux plus tard. Donc, vous connaissez Wells, voilà, vous le connaissez en tant que romancier. Est-ce que vous le connaissez pour son discours en 1902 au Royal Albert Hall sur justement, il demande dès 1902 la mise en place d'une profession dédiée à anticiper les conséquences d'innovation sur le futur. Il parle pas de prospective, mais déjà on a ce premier pas de se dire il faut penser le futur et ce premier rapport entre la prospective. Et surtout, moi, ce qui m'a marqué, c'est alors là, c'est mon côté un peu geek. Je suis allée voir les recherches sur Churchill et Wells, qui en fait tenaient une très grande liaison épistolaire. Et je reprends les mots du coup qui sont de Churchill vis-à-vis du romancier. Donc c'est les recherches de Richard Troy de Cambridge.
C'est un historien, et très clairement, Churchill dit je vous dois une grande dette. En fait, il lisait les romans d'anticipation de Wells pour anticiper un petit peu, pour voir, pour s'ouvrir à ce qui pouvait se passer, et notamment son concept de Gathering Storms vient d'un des romans de George Wells. Donc vous voyez, il y a quand même ce lien un petit peu long, traditionnel, entre science-fiction et pensée du futur. On a Gernsback dans l'entre-deux-guerres, qui est un éditeur américain, donc c'est les pulp fiction, c'est par là qu'a commencé à se diffuser la science-fiction, donc c'est des magazines à un sou, des histoires plus ou moins bonnes, soyons honnêtes. Et lui, il avait une vision vraiment de la science-fiction en disant on doit préparer les imaginaires des innovateurs de demain. Donc vraiment, il y avait toujours ce côté conception. On a Stanislas Lem, qui est un auteur romancier polonais plutôt des années 60, qui lui très clairement dit en fait donc ces moments de la formalisation de la prospective, qui dit oh là là, on pense qu'en termes de chiffres le futur, non, il faut remettre de la place à la créativité, à l'humain, et bon, il est très critique de la prospective qui est en train de se mettre en place et appelle à un contre-pied beaucoup plus humaniste. Et on a plus récemment encore, donc ça je vous invite si ça vous intéresse, à suivre des travaux de Yannick Krumpala, qui travaille lui à voir comment la science-fiction peut nous inspirer justement pour comprendre l'écologie, la crise écologique qui arrive, qui est là, et comment on a pensé la fin du monde dans la science-fiction et comment ça peut nous aider justement à sortir des décombres du monde. Cette tradition intellectuelle, elle n'est pas restée que dans la recherche ou au niveau des grands hommes politiques. Il y a eu en fait une translation petit à petit au niveau des entreprises. Et en fait, il y a énormément d'entreprises aujourd'hui, mais même dès les années 2000, qui travaillent avec la science-fiction pour penser le futur et faire de la prospective. Je vous ai mis que 3 exemples. On a par exemple Future Vision, donc ça c'est en 2016, c'est Microsoft qui fait appel à des auteurs science-fiction pour mettre en récit les innovations qui sont en cours de développement dans leur laboratoire, pour justement voir un petit peu, les concrétiser, voir ce que ça amènerait. On a rêvé 2074, donc ça c'est en 2014, c'est le comité Colbert qui fait appel à un collectif d'auteurs science-fiction pour imaginer le futur du luxe français. Et on a, donc c'est pour montrer aussi qu'il n'y a pas que Red Team Défense, on a Stories from Tomorrow, donc c'est 2 auteurs américains qui ont été embauchés par la DoD, donc le ministère de la Défense britannique, pour également proposer des micro-histoires de nouvelles sur le futur, très centrées sur la technologie ici. Il faut savoir, donc moi je vais regarder un petit peu partout, je vous mets juste sur la défense parce que forcément sur ma thèse, il faut que je regarde un peu ce qui se passe. Il y a énormément de programmes en France, en international, au niveau de l'OTAN, en Europe, etc. Il y a un écho qui est très très fort de ce type d'outils pour penser le futur, donc c'est-à-dire des outils créatifs. Ça se matérialise par des BD, ça se matérialise par des histoires, ça se matérialise par des grands événements type Radar Défense qu'a pu faire le ministère des Armées. Ça se matérialise par des recherches, ce que j'appelle l'investigation état, c'est-à-dire d'aller voir dans des corpus d'œuvres existantes les idées à plus-value pour penser son avenir, pour influencer, enfin alimenter sa R&D. Un écho très important. Partant de là, en fait, nous, on a remarqué du coup au cours de notre thèse qu'on a une bascule de légitimité du genre, et vous voyez, je lis pas que des bons livres, je lis aussi des nanas, et je suis une grande fan des Simpsons. C'est dire, en fait, très clairement, la science-fiction qui pouvait être considérée comme geek, aujourd'hui a une légitimité en tant que ressource prospective. Il y a une très large littérature qui revient là-dessus. Globalement, moi, j'ai vu 2 points qui me semblent essentiels qui expliquent cette bascule de légitimité. La première, c'est qu'aujourd'hui, on a une conception quand même, enfin, allez, depuis 2010-2015, une conception du futur comme étant une boîte noire, on en a peur, ça paraît incertain, on a du mal à démêler, on sait pas trop ce qui se passe, et du coup, on va chercher des outils créatifs pour donner sens ou se dire, en fait, justement, je vais aller voir ces fameux signes noirs. Vous savez, ces éléments à très faible occurrence, mais très fort impact. Du coup, on cherche vraiment à s'outiller la prospective, les entreprises cherchent à s'outiller pour éviter toutes les surprises stratégiques. De l'autre côté, et je pense que c'est important qu'il faut considérer aussi, c'est qu'en fait, la science-fiction est sortie justement du côté nerd, du côté geek. On a des grandes figures type Elon Musk, type même Bezos, en fait, qui revendiquent leur lien à la science-fiction, ce qui fait qu'aujourd'hui, en fait, c'est même devenu plutôt cool de s'intéresser à la science-fiction, et je pense que ça explique largement une part de la légitimité du genre en tant qu'outil légitime pour les organisations. Passé à ça, non, on s'est dit, ok, très bien, mais du coup, qu'est-ce qu'on a à apprendre sur l'utilisation de la science-fiction au sein des organisations ? C'est un peu académique, mais ça vous présente un petit peu notre réflexion et notre mécanique de pensée sur la thèse qui a été soutenue il y a quelques mois. C'est-à-dire, en fait, on utilise la prospective pour informer le futur, par des méthodes qui sont rationnelles en vue de guider l'action stratégique. La prospective, ça se veut rationnel. Hein. C'est pas du doigt mouillé, c'est pas de la futurologie. On veut des éléments rationnels pour guider les choix stratégiques. Or, aujourd'hui, on a un futur qui est compris comme incertain, inquiétant.
Et on a un boom des travaux académiques qui essayent de savoir, du coup, comment est-ce que je viens informer rationnellement cette incertitude, ce qui est compliqué quand même. Est-ce que je viens la pondérer? Est-ce que je viens mettre des probabilités? Est-ce que je viens utiliser de la créativité pour penser autrement? Vraiment, on a énormément de travaux académiques sur ce sens-là. La science-fiction, en parallèle, se perçoit comme une ressource pour enrichir les approches prospectives des organisations. C'est-à-dire qu'on a tout un corpus académique, mais énorme, qui nous dit, en fait, la science-fiction, c'est légitime, on peut l'utiliser, on peut en apprendre quelque chose. Et la littérature académique est si riche, aujourd'hui, pour questionner les capacités prospectives de la science-fiction, en fait, on a déjà identifié 4 usages prospectifs de la science-fiction au sein des corpus de travaux académiques disponibles. C'est les 4 usages que nous, on a identifiés. À savoir, on va chercher l'inspiration créative, on va chercher à tester des futurs, on va chercher à ouvrir l'esprit critique, on va chercher à se préparer. Et du coup, nous, un petit peu face à ça, on était OK, en fait, les potentialités de la science-fiction en prospective, ça a été largement discuté. C'est-à-dire, c'est pas à dire que tout est prouvé, qu'on doit dire oui, ça existe, mais en tout cas, ça a été largement discuté. Par contre, on avait une véritable boîte noire autour du travail en lui-même avec la science-fiction. De dire, OK, c'est très bien, il y a des potentialités, on peut s'intéresser à la science-fiction, mais comment on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Quelles sont les influences? Et comment la science-fiction, finalement, se fait outil de transformation des organisations pour penser le futur? Ce qui nous a amené à une thèse globalement en 2 parties, et ce qu'il faut retenir au-delà des questions de problématiques très académiques, c'est se dire, en fait, ce qui nous a intéressé, c'est comment la science-fiction se fait objet de gestion. C'est-à-dire comment la science-fiction devient un objet d'action collective au sein des organisations. Et la deuxième partie, c'était de se dire, d'accord, mais du coup, derrière, comment est-ce qu'on fabrique de la science-fiction qu'on appelle institutionnelle? Je vais prendre 2 secondes pour expliquer ce concept, donc qui vient de Thomas Michaud, de son livre de 2023, La science-fiction institutionnelle, où il le définit comme toute science-fiction au service d'organisations, qu'elles soient privées ou publiques. Moi, ce que j'appelle institutionnel, la science-fiction institutionnelle, c'est dire justement, c'est toute cette science-fiction qui est réalisée sur commande d'une organisation en vue de réaliser un effet. Et tout le travail de la thèse qui a été réalisée, c'est justement venir enrichir ce concept et comprendre ce qui se passe dans cette fabrique de la science-fiction institutionnelle, parce qu'en fait, écrire un roman de science-fiction et écrire un récit de science-fiction pour les armées françaises ou pour le ministère de la Santé ou pour, en vue d'alimenter des réflexions stratégiques, c'est pas le même travail et c'est pas le même type de science-fiction, et j'espère pouvoir vous le montrer. Est-ce qu'on est au clair déjà sur les ambitions? Ouais, super. Je vais essayer d'aller un petit peu plus vite, on a encore le temps, donc ça ira. Donc tout d'abord, la science-fiction comme objet de gestion, à savoir comment les organisations se saisissent de la science-fiction, comment la science-fiction se fait une place au sein des organisations. Je parle d'organisations, c'est autant des entreprises privées que des organisations publiques, que des ministères, ce genre de choses. C'est vraiment très très large. Tout le monde s'intéresse à la science-fiction, tout le monde travaille avec la science-fiction, d'où ce terme. Donc, on a la science-fiction, telle que je vous l'ai présentée, qui est en fait un genre artistique des alternatives futures. On va spéculer de manière cohérente, mais en tout cas, on joue avec le futur, rappelez-vous de ça, sans être prophétique. Avec des mobilisations qui sont légitimes hors du champ artistique. On a des mobilisations qui sont purement organisationnelles du genre. Derrière, nous, notre objectif, c'était de comprendre, du coup, de venir caractériser, d'accord? Ça sort du champ artistique, mais c'est quoi les usages? Qu'est-ce qu'on en fait? Sous quelle forme? Qu'est-ce qui se passe? Qui travaille avec quoi? Enfin voilà, de manière générale, qu'est-ce qui se passe autour de la science-fiction? Et également, l'autre question, c'était d'identifier les potentielles déformations du genre. C'est-à-dire, d'accord, mais du coup, c'est quoi le type de science-fiction qui est créé? Est-ce que c'est une science-fiction? Est-ce qu'il y a une science-fiction particulière? Est-ce que la science-fiction institutionnelle est une science-fiction particulière? Ce qui nous a amené, donc c'est un des articles qui a été publié, qui compose mon corpus de thèse, donc qui a été publié en 2023-2024. J'ai un doute. En fait, on est allé chercher avec ma direction de thèse et Cédric de Nérémy qui nous a accompagnés sur ce projet-là, plus de 50 programmes de science-fiction institutionnelle à travers le monde, 10 nationalités différentes, 10 secteurs d'activité. Là, vraiment, on est sorti du ministère des Armées et de la Défense. On s'est dit qui travaille à la science-fiction, qu'est-ce qui en fait? Et on a lu plus de 150 fictions SF produites. Donc, vous en doutez, si c'est sorti en 2024, ça fait quelques temps. Le corpus, depuis, a largement augmenté. Globalement, ce qui en ressort sur ce travail un petit peu de catégorisation et d'aller voir qui fait quoi de manière très très large, c'est de se dire qu'on déjà travailler avec la science-fiction institutionnelle, ça connaît une actualité très forte. C'est-à-dire qu'il y a énormément même d'appels à projets publics qui s'ouvrent, énormément d'acteurs qui, depuis 2018, globalement, même avant l'arrêt Team Défense, il y a un boom. Il y a un boom sur ce type d'approche. Il y a une diversité de manifestations, c'est-à-dire qu'on n'a pas les mêmes livrables, on n'a pas les mêmes manières de travailler avec la science-fiction, il y a énormément de choses différentes qui sont en cours. Cette diversité de manifestations, elle se manifeste aussi en termes de profil d'acteurs.
Vraiment, on a du privé, on a du public, on a tout secteur d'activité tout fondu, on a énormément de nationalités, énormément même juste de rapports différents vis-à-vis du futur. Je vous invite à lire l'article où on détaille plus que ça. Et on est venu caractériser l'intégration de la science-fiction au sein des organisations. Et en dépit de cette diversité, il y a quand même une modalité qui ressort comme le principal modalité de travail avec la science-fiction des organisations. À savoir, on va venir produire ad hoc, soit des nouveaux récits de science-fiction sur commande par des auteurs. Donc des gens extérieurs à l'organisation. Globalement, ce qu'on observait au sein de Red Team Défense, ce qui nous permettait aussi de voir un petit peu la portée de nos résultats. Derrière, on a réalisé une taxonomie de 3 profils types, qui est discutable. D'ailleurs, on continue à l'enrichir, à voir ce qu'on fait, de dire en fait, d'accord, mais la science-fiction institutionnelle, on cherche quoi ? On a identifié une science-fiction institutionnelle créatrice, c'est-à-dire proposer des nouvelles idées, une science-fiction institutionnelle qui est provocatrice, c'est-à-dire discuter justement d'un statu quo et venir créer une sorte de malaise par rapport au futur pour alimenter les débats et la notion de futur désirable, et une science-fiction institutionnelle détectrice où là, l'objectif, c'est d'identifier les failles, globalement, d'une institution et de sa préparation au futur. Pour l'inspiration, je vais juste prendre un petit exemple parce que je me suis dit sinon ça allait être un peu compliqué quand on va en science-fiction, on veut parler un petit peu d'exemples qui existent. Je vous invite à lire ce livre qui est excellent, 2001, l'Odyssée de l'espace au carrefour des arts et des sciences, qui a été publié aux éditions Polytechnique. En fait, c'est un ensemble de chercheurs qui s'intéressent à voir les relations entre la recherche scientifique et ce qui a été présenté dans le livre de Kubrick et de C. Clarke. Et il y a énormément notamment d'analyses sur HAL, l'ordinateur, et à quel point en fait il y a eu une translation, enfin une perméabilité entre ce qu'a présenté du coup le film et initialement le roman et ce qui a été réalisé au fur et à mesure autour de l'intelligence artificielle, des ordinateurs, etc. Donc on va quand même chercher de l'inspiration, et globalement quand on commence à travailler avec la science-fiction, c'est ce qu'on cherche, c'est chercher des nouvelles idées. J'aimerais revenir un petit peu en arrière avant de présenter la suite de l'appel. Donc, quand on a travaillé sur la Team Défense, rappelez-vous, le mandat donné aux auteurs, c'était quand même d'imaginer des nouvelles menaces à l'horizon 2030-2060 pour la France et ses intérêts. Et l'objectif, par exemple, donc les auteurs ont imaginé ce mycélium qui servait, donc c'est des champignons comme nouveaux capteurs pour identifier la présence d'ennemis, pas ennemis, comme si la forêt pouvait nous parler au niveau des théâtres d'opération. Il y a eu une annonce, alors nous on n'a jamais su exactement ce qui a été changé, c'est secret, c'est normal, mais il y a eu une annonce comme quoi la Red Team Défense, un des scénarios, avait véritablement modifié le futur du porte-avions nucléaire français. Mais nous, ce qui nous a intéressé, je vous présente plus ça, donc je sais pas si c'est un échec, mais en tout cas il y a eu un scénario, donc c'était en 2022, qui était sur les modifications ADN et le fait de pouvoir le faire dans son garage. Il y a une situation qui dégénère, tout le monde modifie, ce qui crée des écosystèmes un peu fous. On était hyper contents. Je vous avoue vraiment, on était là, ouais, génial, super récit, ça avait un bon écho, les gens le réceptionnaient bien, on avait vraiment joué avec ça. Et ce qui est marrant, c'est que 6 mois plus tard, on voit la nouvelle que, en fait, c'est déjà là, quoi. Plus ou moins avec l'AI, pas exactement comme ça avait été pensé, mais il y a les grosses baisses qui étaient là. Et ce qui explique toute la difficulté qu'on peut avoir aussi à s'extraire du réel. C'est pas un échec. Moi, je l'ai pris comme un fait de dire, attention, on doit penser le très long terme, et en fait c'est extrêmement compliqué de penser ce très long terme. Il faut bien outiller quand on travaille avec science-fiction, c'est aussi comment on met les conditions pour penser ce très long terme. Ce qui nous amène, et ça amène, vous allez voir le lien avec ce deuxième article, où en fait la science-fiction institutionnelle, c'est quel type de science-fiction qui est créée. Le principal ressort, c'est cette injection de nouveauté. Justement, on va essayer de proposer quelque chose de nouveau. On va utiliser énormément la parabole. Donc ça, c'est une étude d'une 50aine de récits de science-fiction institutionnelle, pas que Red Team Défense. Je vous invite, pareil, à lire l'article. On est allé voir un petit peu de tous les côtés. Et la parabole, on vient souligner leur pratique réflexive des récits immédiatement dans le récit. C'est-à-dire qu'on montre que c'est pas un récit artistique, que c'est un récit qui doit informer, qui doit faire réfléchir, qui doit amener à des résultats. Et surtout, nous, ce qui nous a marqué, qui nous a beaucoup questionné avec Sébastien notamment, c'est la difficulté à s'extraire et à créer une véritable distanciation avec la réalité, avec ce qui est connu. Parce qu'en fait, on était coincés, enfin en tout cas, on avait l'impression dans ces récits qu'il y avait une double injonction, c'est que à la fois les personnes doivent pouvoir y croire, doivent pouvoir l'appliquer, et en même temps, on cherche la nouveauté, ce qui n'existe pas. Et du coup, des fois, c'est difficile de totalement s'extraire de cette réalité, parce que sinon, les gens, par exemple, sur Red Team Défense, on a fait un scénario sur l'espace, on ne pouvait pas parler d'extraterrestres, parce qu'on nous a dit, on ne sait pas ce qu'on en fera. Et ça, c'est pas, enfin, il annonce, on ne sait pas ce qu'on en fera. Tout simplement parce que c'était trop éloigné, et comme il y a un besoin d'application concrète et de résultats dans le traitement de ces scénarios, on arrive à cette difficile distanciation.
Au cours de ma thèse, et je vais aller assez rapidement pour avoir vraiment le temps sur les questions, mais on a encore un petit peu le temps. Ce qui m'a marqué, moi, c'est quand même un auteur membre de la Red Team Défense qui m'a dit, ça faisait 2 ans que j'étais en train de travailler sur ma thèse de manière très sérieuse, comment on prend la science-fiction. Il m'a dit, mais les gens sérieux ne lisent pas de science-fiction. Ce qui, moi, m'a marqué, je me suis dit, ah tiens, c'est marrant. Au départ, j'étais, bon, on en a fait une petite blague, puis après, j'étais un peu, c'est quand même étrange. Moi, ce qui me marque, c'est que justement, au contraire, ça devient un outil extrêmement sérieux au sein des organisations. Et du coup, je pense qu'au départ, les gens non sérieux s'intéressaient aux science-fiction parce qu'ils avaient cette capacité créative à en tirer quelque chose, et que maintenant, au contraire, on est en train de développer énormément de méthodologies pour que ça devienne sérieux et qu'on puisse le déployer dans divers contextes. Ce qui m'amène à la fabrique de la science-fiction institutionnelle. La prospective, est-ce que tout le monde est à l'aise avec la notion de prospective? Est-ce que j'en parle depuis le début? Non? J'ai entendu un nom? Ouais, si? Super. Bon, la prospective, globalement, c'est une discipline qui vise à informer le futur en vue de guider la décision stratégique. C'est né à peu près à la fin de la Seconde Guerre mondiale dans ses formes les plus institutionnelles, avec les travaux de la Rande, avec ensuite l'école française dans les années 60, 70. Et aujourd'hui, ce qui ressort en tout cas de la littérature, nous, il y a différentes écoles de prospective, nous dans laquelle on s'est inscrite pour réaliser cette thèse, c'est dire la prospective, l'objectif c'est d'informer le futur, donc de créer des informations sur le futur, avec un futur qui est considéré toujours comme non déterminé et pluriel, c'est-à-dire qu'on n'est pas, on fait pas de l'anticipation, on n'est pas non plus, on fait pas de la prédiction. Je crois qu'on cherche à considérer que ce futur peut changer, qui n'est pas déterminé, par des méthodes qui sont rationnelles et surtout par un panel de méthodes extrêmement large en vue de guider l'action stratégique. Il y a une bascule de la prospective, comme j'ai déjà pu le signaler, vers l'incertitude et l'inconnu. Aujourd'hui, c'est vraiment les 2 gros sujets des professionnels de prospective, c'est comment on informe l'incertitude et l'inconnu, qui sont constitutifs d'une pression particulière pour les armées françaises. Parce que la surprise stratégique n'a pas la même conséquence quand en face on a des morts ou la sécurité de la nation que potentiellement quand on perd des parts de marché. Enfin, je pense qu'il y a une vraie... la prospective, il y a différents types de prospective en fonction des natures des organisations et de la pression que réalise le futur. Je pense qu'il faut être très honnête là-dessus. Et qu'il y a un intérêt pour les méthodes créatives, dont la science-fiction institutionnelle qu'on a longuement définie ensemble. L'objectif ici, c'est de se dire, d'accord, très bien, mais du coup, le fait que la science-fiction institutionnelle intègre le large panel d'outils et méthodes de la prospective, en quoi c'est un outil particulier? Quelles sont les influences du travail de production de science-fiction institutionnelle au sein d'une organisation? Et surtout, d'essayer de commencer à explorer les périmètres pertinents de production de ce type de scénario en vue d'atteindre l'effet qui est recherché, à savoir alimenter la réflexion stratégique. Le premier point, et ça c'est moi c'est un de mes articles préférés de mon corpus de thèse. En fait, on s'est intéressé, on a collecté sur un cycle de production, 2 cycles de production, l'ensemble des réactions de la Blue Team. Donc vous savez, ces membres du ministère des Armées qui ont travaillé aux côtés des auteurs pour identifier en fait ce qu'ils disaient, quels étaient le type de réaction qu'ils avaient, quelles étaient l'influence. En fait, juste comprendre ce qui se passait pour eux de travailler avec la science-fiction. Donc, on a catégorisé, je crois, c'est 200 ou 150, je sais plus, prises de parole au cours de différents ateliers collectifs et réunions. Et ce qui nous a amené en fait à voir ce qui se passe pour eux et à ouvrir la boîte noire. Et ce qui a été fort et pour le coup utile pour le ministère des Armées dans cette thèse, c'est de dire en fait, ce qui compte, c'est pas que le résultat final, c'est pas que le scénario et le traitement du scénario. En fait, tout le processus de production a un effet transformateur sur l'organisation comme entité. Le fait de participer à cette production. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a pu associer la conception de scénarios de science-fiction institutionnelle à un processus d'innovation ouverte sophistiqué. C'est-à-dire qu'il y a différents acteurs, on va partager des connaissances, des ressources, tout ça pour essayer de tirer quelque chose de collectif. Et qu'en fait, au niveau des acteurs internes, donc c'est le membre de la Blue Team, ils ont juxtaposé et multiplié les rôles. En fait, les auteurs restaient bien évidemment les décideurs sur les récits qui étaient produits, sur les idées créatives, mais en fait, on se rendait compte qu'en analysant ces prises de parole, la Blue Team proposait aussi des choses. Prenez ce pas, en fait, on retrouvait maintenant le vocabulaire qui a été utilisé des modes de réflexion sur le futur qui, au fur et à mesure de la production, changeaient, avec notamment une acceptation de plus en plus forte de choses qui paraissent décalées de la réalité. Donc on s'est dit, là, il y a quand même un effet qui est en train de se faire dans cette production de scénario.
On a qualifié ce qu'on appelle des frottements créatifs de Mary Parker Follett. Donc c'est le fait en fait aussi d'avoir des idées sur lesquelles les gens ne sont pas d'accord en fait, tout simplement, et de venir négocier et confronter ces idées. On se rendait compte que ça modifiait également le résultat final au fur et à mesure. Et on a une posture experte des acteurs internes, et ça a été très fort également. C'est-à-dire que finalement, dans une organisation au fonctionnement siloté comme le ministère des Armées, et je le dis avec beaucoup d'amour pour l'institution, je pense qu'il y a aussi un mode de fonctionnement qui doit être siloté parfois, en fait, les acteurs internes, la Blue Team, participaient au scénario. Les scénarios de science-fiction étaient une excuse pour partager des connaissances entre directions. Et une excuse pour partager des connaissances sans avoir à négocier de budget, ce qui est quand même important et ce qui permet d'être beaucoup plus ouvert aussi aux idées des autres et construire collectivement, sans avoir à négocier, à se dire oui, demain ce sera ça. Enfin, vraiment, ça a créé, en fait, on s'est rendu compte que la production, le moment de production de science-fiction institutionnelle devenait un terrain de négociation interne, des conceptions du futur, de vision du futur et aussi de création tout simplement de réseaux internes. Donc finalement, c'était un peu ce qu'on a approché d'une nouvelle modalité de management des connaissances par la science-fiction. Ce à quoi on ne s'attendait pas. Oui, ce qui m'amène à présenter ça, donc c'est le fameux Cône du futur de prospective. Moi, il y a deux choses qui m'ont intéressé là-dessus. Donc, en fait, globalement, comment ça fonctionne? Donc, c'est Voros, c'est repris par tous les consultants de prospective, mais sachez que c'est Voros qui, pour le premier Joseph Voros, l'a formulé en 2003. Si on part du présent, plus on pense loin dans le temps, plus les possibilités sont ouvertes. Vous vous rappelez, futur, non déterminé, pluriel. Dans ces possibilités, il y a quelque chose qui est probable. Donc probable, c'est je suis capable de dire il y a 80% de chances que ça arrive. Il y a ce qu'on appelle le plausible, c'est-à-dire je mets pas de probabilité sur le fait que ça arrive, ça peut être très très faible, mais en même temps c'est pas idiot et c'est pas absurde, ça peut arriver. On a également ce qu'on appelle le possible, où là c'est encore un peu moins probable et plus large. On a des éléments qui sont préférables, enfin voilà, je vous passe, il y a différentes formes. Nous, ce qui nous intéresse, c'était de dire en fait quand on fait de la science-fiction institutionnelle, l'objectif c'est quand même de sortir du probable, quoi. Si je vous parle de choses qui ont déjà été dites plein de fois, enfin pourquoi faire appel à des auteurs de science-fiction? Mais pour parler de choses qui sortent du probable et qui sont plus surprenantes, il faut aussi que l'institution soit capable de les entendre. Et donc disons, il y a besoin de travailler tout un rapport cognitif vis-à-vis du futur pour que les gens puissent se dire ok, en fait ça m'intéresse même si ça sort un petit peu des éléments que j'ai considérés. Et je vais prendre deux exemples là-dessus qui m'ont marqué. Donc, dans le cadre de mes activités, j'ai eu la chance de travailler avec Florence Gaube, donc, qui est directrice de recherche du Collège de défense de l'OTAN, qui était également en prospective à l'Union européenne par le passé. Et elle m'a dit, moi, c'est dans mon spectre si c'est pas dans l'actualité. C'est-à-dire que tout ce qui est dans l'actualité, selon elle, n'est pas la prospective et encore moins la science-fiction. Donc quand j'ai dû réaliser une bande dessinée avec mes camarades de jeu sur le futur de l'OTAN, je peux vous dire que pour le coup, fallait faire très attention à ce qu'on traitait. Et elle était ouverte justement au fait d'être basculée, d'avoir des idées véritablement nouvelles, sans que ça lui fasse peur, sans considération de dire ça arrive pas. Le deuxième point, et ça c'est un livre pareil qui m'a marqué. Alors il est en traduction, il est qu'en anglais par contre. C'est Lindsay Thomas, c'est une chercheuse américaine qui s'est intéressée à voir toutes les utilisations de la fiction dans la préparation au futur pour le Homeland Security aux États-Unis. Et ce qu'elle marque, c'est de dire en fait, ce qui a le plus marché, c'est le Coplan 88888, qui est en fait une simulation d'attaque de zombies. Ce qui est marquant, parce que bien évidemment que les États-Unis ne se préparent pas à une attaque de zombies, enfin je n'espère pas en tout cas. Mais ce qu'elle présentait, c'est dire, bien évidemment, que personne n'y croit que c'est ce qui va arriver demain. Mais par contre, il y a un jeu, parce que ça paraît tellement fou, ils ont tellement peu l'habitude de travailler sur ce type d'hypothèse, que les gens s'engageaient profondément dans cette préparation, et ils en ont tiré des enseignements pour les ouragans, pour plein de choses, en fait. Du coup, il y a ce besoin aussi d'être prêt à penser les extrêmes et les points divergents. C'est clair là-dessus? Ouais? Super. Je vous ai pas perdu, ça va? Non, c'est génial. De toute façon, on va arriver un petit peu au bout. C'est que, du coup, travailler avec la science-fiction institutionnelle, donc on comprend les modalités, on comprend ce qui se passe dans la production. Par contre, il y a aussi, donc vous avez compris, la Red Team Défense a produit plusieurs scénarios. Public, pas public, donc c'était sur 4 années, il y avait un roulement plus ou moins régulier, en tout cas sur les productions publiques. Et du coup, très vite est venue cette réflexion avec le commanditaire en charge de ce programme, de dire mais jusqu'où on va? Est-ce que faire 4 ans, ça suffit?
Est-ce qu'il y a besoin de rendre ce type de programme permanent? Est-ce qu'il y a un moment où en fait on atteint un petit peu un seuil d'efficacité de travail et de production de scénarios? Et donc du coup, nous on a eu cette idée qui a bien marché au début, ça partait d'une blague, mais ça a vraiment bien marché. On s'est dit, on n'a qu'à analyser la Red Team Défense comme une série. Donc vraiment, on est allé voir toutes les recherches académiques sur les séries, donc les séries télévisées, de se dire comment ça fonctionne, comment on produit sur FR3, à quel moment on se dit, la 15e saison, ça suffit, c'est fini. Oui, je le vois mes yeux je lève les sourcils, oui, des fois, voilà, juste se dire qu'est-ce qui se passe. Et en fait, en analysant la Red Team Défense et son mode de fonctionnement de roulant, de processus régulier, cyclique de production au travers d'une série, on a pu mettre en avant des différents dilemmes, sans trancher exactement. Alors, il faut savoir que c'était au tout début de la thèse. Déjà, il y a le dilemme du nombre optimal de récits produits. C'est-à-dire que plus vous allez produire de récits, surtout des récits façon Red Team Défense, c'est-à-dire distincts les uns des autres, qui traitent de thématiques différentes, plus vous allez constituer une grille d'analyse du futur créatif qui va être dense, qui va vous permettre de considérer différentes opportunités, plus également vous allez pouvoir amener, vous savez, ce rapport cognitif vis-à-vis du futur. Parce que globalement, vous arrivez avec un scénario, vos équipes n'ont pas l'habitude. Il y a un temps quand même d'apprendre à se faire à cette nouvelle source de travail, de réflexion. Plus c'est récurrent, plus en fait on a une capacité d'intégration cognitive de la science-fiction et de savoir ce qu'on peut en faire et comment en faire. Mais plus vous avez également de scénarios et de roulements, plus on va venir questionner la radicalité des idées produites et plus potentiellement vous allez avoir des voix qui s'élèvent. En tout cas, c'est ce qu'on a pu voir au sein de Red Team Défense en disant en fait c'est moins bon. De manière générale. C'est un dilemme, je dis pas que c'était le cas, c'est juste c'est les dilemmes qu'on a pu observer. Derrière, on a pu voir également, donc ça c'est ce qu'on a appris avec la série, que la communication forte, en fait, ça ne remet pas en cause le besoin final au travers de la science-fiction qui est d'alimenter les réflexions stratégiques, mais c'est une manière d'engager collectivement autour, de présenter les résultats, d'en discuter. En fait, c'est ça, c'est la science-fiction institutionnelle devient un terrain de négociation du futur et des perceptions du futur, que ce soit en termes d'innovation, de désirabilité, de politique. Du coup, on a besoin de place également pour en discuter, donc de communication autour de ces scénarios. Derrière, il y a toute la question de la stabilité des dimensions créatives qui ont été mises en question. C'est-à-dire, est-ce qu'il faut une seule direction artistique qui se retrouve à chaque fois pour créer une identité forte, mais en même temps, si on fait ça, on rentre dans une sorte de confort également cognitif, on ne vient pas percuter les réflexions et les perceptions des acteurs. Donc, tout ce type de réflexions ont été conduites. Derrière, quand j'ai soutenu, et ça va être très rapide, quand j'ai soutenu ma thèse, et Sébastien va pouvoir le découvrir en avant-première, une des grosses questions qui m'a été posée, c'est tout le rapport aux émotions, c'est tout le rapport justement à l'incarnation, justement à ces dimensions artistiques pures et dures des scénarios. Et du coup, depuis, donc je rappelle, j'ai soutenu fin novembre, moi je me suis un peu intéressée, j'ai commencé déjà à me dire, ok, mais du coup, qu'est-ce qui fait qu'un scénario marche, qu'est-ce qui fait qu'on engage, et plus on engage, plus on incarne, plus on voit qu'il y a des effets transformateurs. Du coup, il y a toute cette question de notion de héros. Est-ce qu'on a besoin finalement de personnages dans ces scénarios? Est-ce qu'il suffit de présenter un contexte futur, un monde dans lequel jouer? J'ai discuté avec une autrice, Marguerite Imbert, qui a été notamment impliquée sur Radar Défense. Elle dit très clairement, en fait, c'est une règle des Croisés qui va créer un engagement, que ce soit la science-fiction institutionnelle ou la science-fiction générale. Elle dit c'est le personnage, mais c'est également le point de vue que tu vas apporter au récit et les interactions que tu permets d'avoir avec ce récit. Je ne sais pas où ça nous mène. Pour l'instant, c'est des réflexions de dire comment justement on va venir capter l'intérêt au-delà de juste proposer une ressource qui est différente et inhabituelle au sein des organisations, même si on la voit de plus en plus. Ce qui m'a amené aussi à questionner celui du support. Est-ce qu'il vaut mieux faire de la vidéo, de l'illustration? Qu'est-ce qui fonctionne? En fait, on a des supports qui vont être virales, type vidéo et illustration, qui vont marquer l'esprit, on s'en souvient, c'est facile à consommer, c'est agréable, c'est marrant, quoi. On avait travaillé avec Françoise Clayton, magnifique illustrateur. On va avoir des supports type bande dessinée. Donc ça, je vous disais avec Florence Gob, donc c'est toute la bande dessinée qu'on a fait où le mandat, c'était d'imaginer le futur de l'OTAN à 2099. Quand je vous dis qu'elle n'a pas peur de penser loin, elle n'a pas peur de penser loin. Et du coup, on s'est rendu compte que la bande dessinée, déjà, c'est un très très beau support. C'est agréable, les gens apprécient, mais surtout, en fait, on est capable juste par le dessin d'insinuer énormément de messages et de petites bulles. Et donc ici, c'est beaucoup plus un support qui permet un petit peu de venir questionner des perceptions du futur, mais sans les percuter frontalement, juste par des insinuations et par la construction d'un monde complet qu'on a le temps de développer et qui est plus accessible qu'au travers d'un récit long.
Sur Radar Défense, donc vous avez compris, j'ai 2 activités sur lequel en fait le club Radar Défense fait partie d'un club avec une de mes entreprises. Du coup, il y avait une mise en place d'un grand événement avec des maquettages. Et nous, ce qui nous a marqué face à ces maquettes, c'est l'objectif. En fait, là, on n'avait pas de récit, on n'avait pas forcément d'explication, mais il y avait des maquettes, il y avait des objets, et en fait, ça avait une force d'invocation qui était très forte parce que tout le monde les regardait et tout le monde les discutait. Et il y avait une sorte de concentration instantanée au même moment sur un seul objet, ce qui est rare. Je vous ai mis la galaxie à côté pour ceux qui connaissent le milieu militaire, ce qui est quand même assez rare d'avoir une telle galaxie d'étoiles concentrée sur un seul objet pour venir en discuter. Et là, on a une évocation qui est très très forte et je vous invite, si ça vous intéresse, à plus lire le livre, c'est Speculative Design de mémoire de June Arabi, qui questionne énormément cette place justement de l'objet physique dans la question du futur. Pour finir, peut-être 6 points. En fait, cette thèse, et moi, c'est un gros point, c'est un gros désappoint de ma thèse, et je vais pas tous les discuter, mais celui-là, je le trouve intéressant à en parler. C'est que la science-fiction institutionnelle, c'est quand même une science-fiction qui est un peu particulière, et j'aimerais que, pour penser le futur, quand on pense à la science-fiction comme outil pour penser le futur, c'est penser la science-fiction de manière particulière, à savoir que c'est une science-fiction qui implique une ou des conceptions de récits qui empruntent à la science-fiction, donc des modes de fonctionnement à la science-fiction, pas toujours tous, mais qui empruntent des modes de fonctionnement de la science-fiction, qui sont réalisés sur commande, et vraiment je reviens là-dessus, sur commande organisationnelle. Par commande, je ne dis pas nécessairement qu'on va dire tiens, fais-moi un récit sur le solarpunk et le futur des énergies renouvelables, pas nécessairement, mais par contre il y a une commande à la base, il y a quand même un acteur qui identifie et qui veut en faire quelque chose, que ce soit la communication, la prospective, de la stratégie, il veut en faire quelque chose. Donc sur commande organisationnelle, en vue de susciter l'intérêt et de provoquer une action collective. Donc, c'est-à-dire que ce sont quand même des récits qui ont un effet. Quand Wells écrit la machine à remonter le temps, je suis pas sûre qu'il va lui provoquer un effet, en tout cas une transformation assez concrète, assez immédiate. Cette production de récits est composée d'idées et d'hypothèses qui sont fictionnelles, cohérentes, spéculatives et ancrées dans le périmètre d'intérêt de l'organisation organisationnelle. Parce que du coup, on a besoin que ce soit utile. Et on revient toujours, en fait, c'est quelque chose qui a une action concrète, et donc du coup on va pas traiter de tout et n'importe quoi. Reprenez mon exemple sur les extraterrestres au niveau de la rétine. C'est une activité de conception et d'exploitation qui elle aussi est collective à différents niveaux, que ce soit au sein ou en dehors de l'organisation commanditaire. C'est-à-dire que ce sont des récits collectifs, et c'est par là que je reviens sur mon terrain de négociation des conceptions du futur que représente la science-fiction institutionnelle. Et voilà, et on va pouvoir en discuter. Bien, merci Marie. Merci beaucoup pour cet exposé inspirant. On va passer maintenant à une partie échange, questions, commentaires, réactions. Il y a juste pour le temps que la glace se brise. On a coutume de dire que les sociétés contemporaines, elles sont de plus en plus turbulentes, que le temps s'accélère, que l'incertitude est croissante. Je pense qu'on n'a jamais eu autant raison de dire ça à propos de nos contextes actuels. Et c'est pour ça que le travail de Marie, je trouve, prend un écho un peu particulier. C'est dans ce genre de contexte-là, notre rapport au futur, il change peut-être. Enfin, en tous les cas, on a peut-être besoin de nouveaux outils, de nouvelles façons de l'aborder, le futur. Même si la science-fiction, c'est ancien. Hein. Enfin, il y a même des travaux d'ailleurs qui remontent au XVIIe siècle en Chine pour dire que la science-fiction serait née là-bas, mais c'est spéculatif. Ils ont une grosse tradition. Ils ont une grosse une tradition. tradition ancienne. Il y a une très grosse tradition ancienne, même en Inde, un peu partout. Mais tout le monde se revendique de la science-fiction, en tout cas actuellement. Oui. C'est ça qu'il faut retenir. Oui, il y a certainement aussi un effet de mode. Enfin, il faut quand même dire des choses. Hein. Il y a une vague là sur laquelle Marie a surfé, mais elle était peut-être un peu en amont de la vague quand même. Je vois une main qui s'est levée ici. Ouais. Quand vous prenez la parole, si vous pouvez indiquer votre nom et puis d'où vous parlez rapidement. Catherine Leloir, friande de ces interventions du Cercle Innovation. Ma question, sauf erreur, vous n'avez pas défini le White Team. Ah oui, oui. Excusez-moi, vous avez totalement raison. En fait, donc connaisseuse du coup de
Sur l'écosystème Red Team Défense, il y avait plusieurs équipes. Je vous ai présenté les 4 principales, en tout cas, qui avaient une action dans la production des scénarios. Il faut savoir qu'il y avait également une White Team qui, du coup, était composée de chercheurs, principalement des universités membres de l'Université Paris Sciences et Lettres. Et cette White Team était un comité scientifique et éthique. C'est-à-dire qu'ils étaient là pour s'assurer qu'il n'y avait pas de dérive, parce que travailler avec les armées, c'est quand même pas anodin. Ils étaient là pour réagir si les auteurs, ou même nous, ressentions le moindre problème, le moindre malaise, si on avait l'impression justement d'être amenés sur des terrains qui ne nous intéressaient pas, et de s'assurer qu'en fait, l'ensemble de l'expérimentation était conduite de manière éthique et scientifique. Et du coup, moi, par exemple, j'ai été leur présenter mes travaux. Au fur et à mesure qu'avançait ma thèse, on présentait les travaux, on s'assurait que j'avais également suffisamment d'indépendance, mais avec Sébastien et Sonia, ça fonctionnait bien. Voilà. Ça s'assurait que tout se passait bien. Ok. Bonjour, Stéphane Géron. J'enseigne la prospective et j'ai passé 15 ans à l'état-major de l'armée de terre. Dans les outils et méthodes de prospective, j'aimerais juste avoir un petit éclairage. Quel a été le process en fait pour valider et challenger les différents récits au regard en fait de l'environnement géostratégique de référence? Merci. Merci, très, très belle carrière. Ça doit être génial d'impliquer ce que vous avez vu à l'EMA sur la prospective. Alors malheureusement, je pourrais pas vous donner tous les détails parce qu'en fait, c'était la difficulté, c'est qu'on avait une recette qui marchait et du coup, le ministère des Armées ne veut pas qu'on détaille tout le fonctionnement de vue sur les scénarios. Ce que je peux vous dire, c'est en fait, c'était quand même un processus très itératif, dans le sens où les auteurs venaient avec des idées qui étaient discutées avec des scientifiques, avec la Black Team, etc. Et qu'au fur et à mesure, en fait, c'est un peu comme un seau, quoi. Au fur et à mesure, enfin, non, un tamis. Les idées qui intéressaient le ministère étaient sélectionnées, et là, ça partait, et on développait, et on nourrissait. On avait une considération géostratégique assez forte, donc l'expérimentation a quand même été tenue au moment de l'ouverture de la guerre en Ukraine, en 2022. Donc, ce qui pose question, ce qui nous a aussi posé énormément de questions sur notre positionnement, ce qu'on voulait en faire, ce qu'on allait faire, ce qu'on pouvait écrire, ou non, en fonction. On était accompagnés par des experts du ministère et des scientifiques issus des universités PSL, du coup, pour justement avoir le bon écho géostratégique. Sachant que la difficulté, et ça, moi, c'est ce que j'ai ressenti là, c'est my two cents personnel, c'est qu'en fait, du coup, il fallait aussi qu'on s'en délivre. Parce qu'il fallait penser loin. Et qu'il fallait penser différemment. Et du coup, il fallait qu'on sorte un petit peu de cette situation géostratégique actuelle. Et par exemple, on ne pouvait pas écrire un récit de confrontation avec la Russie. Enfin, ou alors, il fallait trouver une autre manière de le faire. Et en fait, c'est extrêmement compliqué de faire de la prospective sur la géopolitique. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, je trouve que c'est la dimension actuellement la plus difficile parce qu'on a l'impression que c'est tellement structurel en fait qu'on a du mal à s'en sortir, à juste identifier de nouveaux ennemis. Et point qui est important, c'est que aucun ennemi n'est cité dans les versions publiques. Bonjour, Charles-Antoine Poirier, prospectiviste, et j'ai travaillé sur des sujets de design fiction, notamment pour les armées. Je pense que ce qui pourrait éclairer de manière complémentaire à tout ce que vous avez dit brillamment, c'est le fait que créer ces scénarios, alors j'aime bien votre terme de SF institutionnel, je préférerais organisationnel parce que institutionnel, ça fait presque organisation publique. Ouais, ça a été une discussion entre nous, savoir si on modifiait ou d'aise. Mais une fois qu'on a rédigé, fait appel à des auteurs ou pas, moi, personnellement, j'ai rédigé des scénarios. Je suis assez content de ce que j'avais écrit. Mais voilà, c'est self. Non, c'est pas le sujet. En fait, ce qui est, je pense, ce que vous pourriez peut-être éclairer, c'est l'usage qu'on fait de ces scénarios. Parce qu'en fait, c'est très bien de se dire, voilà, je vais créer des scénarios qui sont dans un environnement qui est plausible. Et what's in it for me now? J'en fais quoi aujourd'hui? J'ai des décisions stratégiques. Donc, comment j'exploite ces scénarios? Et voilà, parce qu'en fait, le scénario, c'est pas l'objet. Le vrai sujet, c'est un outil, c'est un intermédiaire. Et après, qu'est-ce que j'en fais?
Bien sûr, vous avez totalement raison. Et d'ailleurs, c'est ce qui fait que des fois, des programmes fonctionnent pas parce qu'on s'intéresse juste au scénario et pas justement à qu'est-ce qu'on va en faire derrière. Et créer le scénario, c'est la première étape. Je n'ai pas participé à l'exploitation des scénarios de Team Défense, même si j'avais participé, je pense que j'aurais un coup près pour en parler sur la manière de faire. Par contre, j'ai pu participer auprès d'autres acteurs, pour le coup, sans problème pour en parler, sans les citer. Ce qui est intéressant, c'est justement comment est-ce qu'on découpe un scénario pour savoir ce qui intéresse pas. Un scénario, ce qui compte, c'est pas de se focaliser sur les personnages, enfin pas le prendre pour argent comptant, et de se dire derrière, en fait, qu'est-ce que ça change ? Est-ce que ça a un impact sur ma manière de faire ? Est-ce que dans ce monde j'ai une place ? Comment j'ai une place ? Qu'est-ce qui va se passer ? Et nous, ce qu'on fait, donc ça, c'est plus au niveau de l'analyse stratégique. Ce qui nous intéresse, c'est de se dire, en fait, faut un peu prendre de la hauteur. Le scénario est censé être là pour aider à prendre de la hauteur sur une situation, faire considérer des possibilités de changement. Et une fois qu'on a pris de la hauteur, qu'est-ce qu'on met en place ? C'est tous les outils, notamment de backcasting, ça va être tous les outils. Moi, j'adore ça. Bon, après, c'est mon côté aussi, c'est tout ce qui est placer les psychanaries. C'est-à-dire que pour plein de clients, j'ai ce point où j'aurais dit cette situation, ce serait un peu catastrophique pour vous. On dit, OK, comment on observe ? J'ai mis en place des canaris. Si ça arrête, tout ça, c'est les canaris des mines. Si ça arrête de chanter, ça veut dire qu'il y a un coup de grisou, donc faut sortir immédiatement. Et du coup, j'observe ces indicateurs. Et à un moment, quand j'ai 3 canaris qui arrêtent de chanter en même temps, je suis là, whoop, on active et on a activé le plan qui a été mis en place en avant. Donc, je sais pas si ça répond. En fait, moi, ce qui me marque, c'est que le traitement est toujours différent d'un client à l'autre. Parce que il y en a certains qui vont s'intéresser purement à dire c'est quoi la technologie, sur quoi j'ai investi aujourd'hui. Il y en a qui vont être très tournés sur l'organisationnel et du coup ça va être un changement de culture et donc ça c'est beaucoup plus long aussi à mettre en place. Il y en a qui vont être très intéressés aussi à traiter les scénarios juste pour faire changer la prise en compte du futur, comme le disait Sébastien, de dire en fait comment est-ce que je change la culture d'entreprise vis-à-vis du futur, ou ma culture, ou le COMEX, et donc les outils sont à chaque fois. En fait, c'est pas grave de réinventer des outils à chaque fois, mais je vais être très honnête, et les outils sont réinventés à chaque fois parce que du coup, il faut répondre. Là, on parle de stratégie, et du coup, il y a besoin de répondre de manière hyper sur mesure à la personne, quoi. Voilà. Je vous en prie, merci pour la question, et bravo pour les scénarios. Oui, bonjour, je vais un peu rebondir sur la précédente réaction. Je m'occupe d'innovation et de prospective chez Orange. Je voulais savoir, au niveau narratif, je pensais à l'ouvrage de William Stead qui décrit 14 ans avant le naufrage du Titanic. Donc ma question est-ce que pour vous c'est de la bonne science-fiction ? Parce que quand même, il y a eu 4000 morts. Et ma deuxième question, c'est donc au niveau de la décision, les fameuses décisions stratégiques, qui est l'aboutissement du travail. Est-ce que l'objectif est de réaliser le futur ou justement de ne pas le réaliser ? C'est extrêmement intéressant. Alors déjà, sur le côté première part, trois parties questions de ce que j'ai compris. La première partie, est-ce que c'est la bonne science-fiction ? Alors, la bonne science-fiction, il n'y a pas bezoin d'avoir des morts à la fin. J'essaie de vous le montrer. Il y a des choses qui peuvent être positives. C'est pas que la dystopie, même si actuellement, ça prend une grosse place dans les productions culturelles et créatives. Mais moi, je trouve que c'est de la bonne science-fiction. Alors, je l'ai pas lu en entier. J'ai lu des articles, donc je précise. Mais je trouvais qu'en fait, ils étaient arrivés à ce résultat à l'anticipation du naufrage parce que c'était hyper informé. En fait, ils connaissaient les tonnages, ils savaient les différents ponts, ils connaissaient les différences, ils savaient quel type, en fait, c'était quoi, ils avaient vu pour un voyage d'un mois, je sais plus, ils avaient calculé de mémoire tout ce qu'il faudrait en termes de nourriture, et du coup le poids, et du coup qu'est-ce qui se passerait, et du coup la dérive des icebergs. En fait, c'est un monument de prospective pour le coup. Vraiment très... En fait, c'est de la bonne science-fiction parce que ça part pas de nulle part, c'est pas juste un gut feeling. La très bonne science-fiction peut être aussi un gut feeling, très clairement. Mais on y croit, et de ce que j'ai compris à la lecture, en fait, on est engagé. Donc, oui. Sur la deuxième partie de question qui était, excusez-moi, j'ai oublié. Oui, sur, en fait, on peut faire tous les scénarios qu'on veut si on n'engage pas les décideurs. Ça restera lettre morte. Et ça vaut pas que pour la science-fiction institutionnelle, ça vaut pour toute prospective et stratégie. En fait, à un moment, il faut réussir à parler et convaincre. Et du coup, moi, c'est un peu le principe qu'on a chez Making Tomorrow, c'est un peu quelqu'un l'a pensé quelque part.
Et de se dire de pas s'imaginer qu'on réinvente la roue tout le temps. Et ça, c'est un retour qui nous a été fait, par exemple, sur la Red Team Défense. Il y a un scénario qui discute de l'énergie, et notamment du fonctionnement des armées à bas énergie. Des retours qu'on a eu soit en interne, en externe, c'est genre, ouais, c'est pas la science-fiction, on l'a traité. Je suis, bah oui, mais en fait, moi là, j'ai un sujet, c'est de le mettre à l'agenda des armées, de le mettre autrement pour qu'ils traitent, parce que s'ils vont sélectionner, c'est-à-dire qu'ils savent pas faire. Et du coup, des fois, il y a un peu cette question aussi de dire comment j'adresse un problème, comment j'en prends conscience et comment j'embarque avec moi sur la décision. Et je sais pas si c'est les décideurs, parce qu'on peut aussi utiliser la science-fiction institutionnelle, encore une fois, comme un outil pour transformer la culture en interne du futur. Mais quand il est de développer des programmes ou de réorienter la stratégie de quelqu'un, il faut savoir parler. Et dites-vous qu'il y a un nombre, et c'est ça qui est marquant aussi. On avait une discussion une fois, je crois que c'était avec un colonel, qui me disait mais pourquoi on multiplie les scénarios, ça avait rien à voir avec Red Team Défense, c'était sur mes autres projets. On me disait mais en fait on multiplie les scénarios, ça sert à rien, on crée un millefeuille. J'étais mais en fait c'est ce millefeuille du futur qui fait qu'on sera prêt. Et qu'en fait dedans aussi vous avez l'impression qu'on recrée les mêmes scénarios, enfin pas nous mais que tout le monde crée un scénario, par exemple sur la Russie, on reprend, c'est l'exemple facile du coup en ce moment est totalement acceptable et lisible. Bah peut-être qu'en fait ça n'a pas encore atteint les bonnes strats ou qu'il n'y a pas eu les bonnes réactions, et du coup il y a toujours cette refonte. Donc moi au contraire ce millefeuille des futurs par les scénarios, je suis à fond. Donc l'objectif c'est pas d'anticiper, quelqu'un l'a dit quelque part, par contre c'est de marquer, et là où vous avez raison, c'est potentiellement d'empêcher ce futur, quoi. On se rappelle qu'il est déterminé, qu'il n'est pas déterminé, qu'il n'est pas déterminé, qu'il est pluriel, et quand on fait de la prospective, c'est quand même pour orienter à chemin. Et de se dire, on est capable de prendre des actions et on peut changer la donne. Et de se dire, en fait, rien n'est joué, il y a toujours des manières de changer la manière de faire. Voilà. Et je pense que sur le côté, pardon, désolée, je t'ai voir intervenir. Sur le côté, on veut éviter le futur, c'est qu'en fait, il y a beaucoup de productions, notamment de science-fiction institutionnelle, qui sont dystopiques. Soyons honnêtes. Ça, moi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup animé sur ma thèse. Je sais toujours pas où me positionner entre utopie et dystopie. Sur mon travail pour la Team Défense, bon, ça, c'est très personnel, c'est mon éthique personnelle. Parce que moi, je suis pas là pour écrire des utopies sur les armées. Enfin, je trouverais ça affreux. Enfin, soyons très honnêtes. Pour le reste, j'ai toujours du mal, en fait, à voir comment il y a plus de dystopie, les gens ont l'impression qu'on crée ces futurs-là, ces scénarios dystopiques pour les empêcher. Oui. On pourrait également créer des scénarios utopiques pour les amener à se réaliser. Oui. J'ai toujours du mal à savoir si l'un ou l'autre est plus efficace. Je pense que ça dépend toujours de l'effet recherché. Il y a un mot que vous avez utilisé, je ne sais pas si vous l'avez utilisé avec l'idée qu'il y avait un double sens, c'est le mot réaliser. Réaliser le futur, enfin, est-ce que la science-fiction doit se réaliser, doit réaliser le futur, quelque chose. Et il y a un double sens, en fait, qui est intéressant. Il y a réaliser dans le sens, est-ce que l'on est là pour produire des choses qui, effectivement, ont une forte probabilité de survenance, ou etc. Ou est-ce qu'on est là pour faire qu'à un moment donné, les acteurs d'organisation réalisent, peut-être par effet de sidération, par exemple. Tu parlais de millefeuille. Tu parlais de culture du futur, du rapport au futur, de culture de l'anticipation, enfin de la prospective, pardon. Ça, c'est probablement des dynamiques assez longues et il y a d'autres dynamiques qu'on peut imaginer peut-être plus courtes, qui sont des dynamiques de provoquer à un moment donné cette sidération pour dire tiens mais c'est pas tant que les zombies on n'y croit pas, etc., qu'on réalise qu'on a des capacités ou des compétences qui nous manquent pour faire face à une crise de ce type-là, qui n'est pas forcément l'invasion des zombies, mais qui peut être quelque chose qui ressemble à ça. Et donc la sidération fait qu'on réalise, et c'est pour ça que je reviens sur le double sens du mot réaliser, on réalise qu'à un moment donné on n'est pas prêt, on s'est mal préparé au futur. C'est un très bon point, oui. Et du coup, tout la question, donc là, vous avez vu, c'est les débuts de balbutiement, mais nous, ce qui nous intéresse actuellement, c'est l'esthétique et de dire comment est-ce qu'on crée cette sidération. Justement, est-ce qu'il y a des manières mieux de sidérer ou non? Bonjour, Mathieu Joséphine, étudiant en master management de l'innovation. Personnellement, les dernières informations que j'avais sur la science-fiction, c'était tout ce qui touchait au métaverse, multiverse, etc. Et je me demandais, dans ces faits, où on a un rapport au temps qui est un peu différent, comment est-ce qu'on place le futur et comment est-ce qu'on
on peut différencier le présent du futur du passé et agir dans ces cas-là. Je suis navrée, je suis pas sûre de comprendre exactement la question. Je suis désolée. Je voulais dire, par exemple, dans le multiverse, on a un temps qui est dissocié. Donc comment est-ce qu'on peut prévoir le futur? Alors parfois c'est un temps qui peut ne pas forcément être placé sur une prise chronologique. Et donc on n'a pas forcément un rapport au présent ou au passé. Dans le cas du multicouche temporel, ok. J'ai jamais réfléchi, j'avoue. Donc, Est-ce que l'armée a réfléchi sur Tenet, par exemple? sur Tenet, Tenet, par sur le retour en arrière. Le scénario. Pas que je sache. Ouais, en tout cas, avec la Red Team Défense, j'ai pas de réponse comme ça. Je trouve ça extrêmement intéressant. Je pense que vous touchiez quelque chose dont on a un peu discuté avec Sébastien. On avait du mal à se départir dans la thèse, qui est la notion même de futur, de dire comment est-ce qu'on la définit. Est-ce que c'est juste quand on a une capacité d'action? Est-ce que c'est l'inconnu? Est-ce que c'est... Enfin voilà, où est-ce qu'on positionne le futur? Vraiment, je saurais pas vous répondre. Je suis désolée, Sébastien, si tu... Mais là, on touche à ce que tu disais tout à l'heure sur les limites de la défamiliarisation. C'est-à-dire que là, très clairement, si on embarque un collectif sur des multivers, sur des Inception, Tenet, cross Interstellar, cross exofiction, etc., on perd le collectif, en fait. Donc je pense que le genre de science-fiction, de récit de science-fiction que vous évoquez là, typiquement représente le genre d'univers trop défamiliarisant sur lesquels on risque de lâcher et sur lesquels on suscite plus l'adhésion. L'adhésion, en fait, ça a bien été indiqué par Marie, l'adhésion, elle est là que si le collectif y croit un peu. Et là, pour le coup, je pense que Spider-Man, Far Away Home, etc., là, on est trop loin. Mais ce qui est intéressant dans votre question, ce qui me touche aussi, c'est dire, je trouve, vous touchez de pourquoi on s'intéresserait au futur. Du coup, s'il y a ces multicouches temporelles, si on ne sait pas si on est dans le présent, dans le passé, si c'est déterminé, pas déterminé, si ça a déjà eu lieu, je me dirais, mais quel est l'intérêt de penser le futur? Et ça rejoint là-dessus, il y a des travaux d'un historien, François Artaud, qui sont hyper intéressants, qui disent, en fait, la notion de futur, déjà, c'est évolutif dans le temps. On n'a pas la même considération du futur, déjà entre cultures. Genre à travers le monde, les Marocains, par exemple, pensent pas du tout au futur de la même manière que nous, que Français, et les Chinois non plus. Il n'y a pas le même investissement sur le futur. Et en fonction de la temporalité historique, par exemple, des fois, on a pensé que on a eu des régimes anciens, par exemple, où tout était déterminé par le passé. Présent, futur n'existait pas vraiment, c'est le passé qui avait cette forme d'abstraction. On a eu, à partir de mémoire, c'est de la Révolution française, on est entré dans un régime d'historicité présentéiste, où c'est-à-dire là, c'est le présent. Le présent qui détermine tout, c'est-à-dire que c'est tes actions du présent qui ont déterminé ton futur, que c'est tes actions du présent qui déterminent la manière que tu as de lire ce qui s'est passé dans le passé. Et du coup, votre question, c'est de se dire, finalement, est-ce qu'on a besoin déjà de cette différence entre les trois? Est-ce qu'on pourrait vivre sans différence entre les trois? Est-ce qu'on pourrait créer une action stratégique, que ce soit au niveau individuel, au niveau collectif, au niveau organisationnel, sans cette distinction? Vraiment, j'ai pas de réponse, mais très belle question, parce que du coup, si on n'a pas de réponse, c'est que elle nous colle. Et bonjour, je suis Nelson et je travaille pour l'innovation prospective de la Matmut. Je suis responsable de design stratégique et moi je travaille design pour l'innovation depuis à peu près 10 ans, un peu plus. Et ma question, est-ce que du côté créatif et avec les auteurs, soit pour l'armée, soit pour des autres projets, il y a une ressource qui était super bien identifiée, c'était à partir des années 40 à peu près, c'est l'utilisation de la fiction, et notamment de la science-fiction, comme une métaphore de l'actualité. Par exemple, les aliens, les zombies, tout ça, c'est juste pour faire un portrait, soit pour pointer du doigt à un secteur de la société, de manière, le fascisme, par exemple, Totalement. et soit pour essayer de dire un truc de, bon, attention, si on continue comme ça, blablabla. Donc du coup, comme ressource créative, la réalité, faire une métaphore de la réalité, c'était quelque chose que toi, tu as utilisé ou les auteurs ont utilisé? Ah oui, tout le temps. En fait, les auteurs faisaient aussi écrire à partir de ce qu'ils connaissent, de ce qu'ils voient. Donc ils ont cette capacité, quand c'est des auteurs de science-fiction, à projeter, mais ils sont quand même aussi dépendants d'un contexte de création.
et d'un contexte culturel, social, politique, de création. Et c'est aussi pour ça que la science-fiction est un outil magnifique de dénonciation politique. Dans ses œuvres culturelles, des fois dans la science-fiction institutionnelle, mais totalement. Et pour raconter, il y a les Chroniques Muxiennes, donc c'était Albert qui me les avait présentées. En fait, c'est EDF dans les années 70-80, 80 et tout début 80, qui avait fait appel à des chercheurs des mines qui devaient faire une projection prospective sur le futur de la télématique. En gros, quels seront nos outils demain informatiques, de travail, les conditions de travail, etc. Les chercheurs avaient rendu un très très beau rapport qui avait fait peur à EDF, qui était là, en fait, on peut pas le publier. Et du coup, ils sont passés, parce que c'était pas acceptable, en fait, ça les mettait dans une position de responsabilité, comme ce futur allait advenir, et on rejoint aussi sur le côté réalisé, c'est que, quand on fait de la science-fiction institutionnelle ou la prospective, il y a quand même, des fois, une responsabilité vis-à-vis de la société assez forte. Et du coup, les chercheurs sont passés par la science-fiction. C'est-à-dire qu'ils ont pris leurs mêmes résultats, mais ils ont tourné façon récit science-fiction. Je parle sous le couvert d'Albert, de pas dire de bêtises, tout simplement pour que ce soit acceptable. Et du coup, à partir de ce moment-là, ça a fuité pour X ou Y raison, mais du coup, c'est devenu acceptable de parler de ça à partir de la science-fiction. Parce que justement, à la fois, on sait que ça parle du présent, on sait que ça critique des fantasmes, des réalités actuelles ou projetées, mais comme c'est pas notre réalité, qu'il y a ce petit twist et que ça fait partie d'un des multivers comme il a été présenté, ça permet en fait de juste pouvoir en discuter, quoi. Voilà. Evgeny Zamyatin qui a écrit Nous autres ou Les autres dans les années 20. C'est une fable spatiale, mais qui est censée dénoncer les dérives naissantes du régime soviétique. Pour illustrer. Ah oui, je me permets, c'est pour réagir sur les chroniques muxiennes. Est-ce que je peux me permettre? Albert David, professeur à Dauphine. Oui, juste pour information, les chroniques muxiennes, vous pouvez les lire sur Gallica, le site de la BNF. C'est accessible. Voilà, au moins des extraits. Voilà, c'est juste pour préciser ça. Après, j'ai d'autres questions, mais je prends mon tour. Merci. Bonjour, Florian Roch, consultant en innovation et mobilisant ces démarches de design fiction. Merci beaucoup pour votre exposé. L'un des objectifs souvent recherchés par ce type d'approche, c'est d'ouvrir des portes cognitives aux participants, mais aussi souvent d'élargir le cercle des contributeurs, souvent, donc d'élargir ce public à un public justement nouveau et moins familier. Et en même temps, vous l'avez rappelé, les gens sérieux ne lisent pas de science-fiction. Est-ce que vous avez le sentiment, est-ce que vous avez eu l'occasion de réfléchir pendant la démarche, pendant l'étude, de voir si, malgré tout, justement, on ne se fermait pas un certain nombre de contributeurs essentiels en recourant à ce type d'approche, et dit autrement, quelles sont les conditions de succès pour justement bien remplir un nouveau public qui va contribuer différemment avec des nouveaux éléments, sans se fermer un certain nombre d'experts qui, en termes après de réatterrissage ou simplement de poser le cadre, sont aussi indispensables à la démarche. C'est quoi le bon compromis? Pour être sûr de bien avoir compris votre question, c'est plus se dire, ok, on s'ouvre aux auteurs, mais potentiellement on se ferme à d'autres. C'est ça? Comment on élargit? Voilà, aux gens sérieux, aux stratèges. Non, mais alors, ok, je vais ce que je voulais dire. Déjà, alors moi, c'est mon gros parti pris et deux relations. Les gens sérieux lisent pas science-fiction. Tous les gens les plus sérieux qui mentionnent le futur lisent de la science-fiction. Donc, je pense c'est jusqu'au très haut niveau de l'état-major, du ministère des Armées, même des ministères étrangers que j'ai pu rencontrer. Tout le monde lit la science-fiction et par exemple, tout le monde a la flotte fantôme de Peter Singer et Auguste Cole en table de chevet. Donc, je pense que c'était plus... moi, je l'aime bien parce que du coup, ça crée le débat, cette citation. Moi, j'en parle tout le temps à Romain et il n'en démord pas, mais je lui dis si, en fait, c'est quand même devenu très sérieux. Sur l'autre aspect des contributeurs, en fait, vous n'allez pas renverser une stratégie avec un scénario science-fiction institutionnel. Même le mieux informé, le plus détaillé, ça reste de la science-fiction. Et en fait, ça ne vit pas seul. Et c'est ça qui est intéressant actuellement avec la prospective. Je m'étais amusée, il y avait un article académique allemand qui s'intéressait à répertorier tous les outils de prospective utilisés au sein de la DoD germanique. Et en fait, il y en avait plus de 150. Plus de 150 outils. Et ce qui est formidable là-dedans, c'est qu'on se dit 150, en fait, personne va utiliser 150 outils en même temps. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est de voir les connexions entre ces outils qui sont intéressants. Et du coup, quand on a un scénario de science-fiction,
il faut forcément le coupler aussi à des études potentiellement plus stratégiques, plus sérieuses, type l'IRSEM, ce genre de choses, pour ancrer, pour voir la réalité, pour voir ce qu'on peut prendre, ce qui est de l'ordre de la projection créative, ce qui est de l'ordre de la réalité aujourd'hui à partir de laquelle ils ont fait leur spéculation. Donc en fait, c'est justement au contraire, on se ferme pas la porte, on les intègre à d'autres moments. Parce que si vous les intégrez au moment de la production, c'est genre plus sérieux, plus stratège, plus fort. Et moi, il y a une partie de mon métier actuellement qui est de faire ce type d'études, mais je le mets de côté quand je fais de la science-fiction parce que sinon on aura tendance à dire non aux idées. Alors là, il faut justement pas dire non aux idées et de pas écraser avec une connaissance et une hyper-expertise et laisser libre cours aux spéculations des auteurs et de voir justement comment après on les marie pour amener à une décision stratégique. Ça répond ? Super. Bonjour madame, Nicolas de la communauté des référents innovation du secteur public. Merci pour la prise de parole très qualitative. J'avais peut-être 2 questions presque dans le domaine scientifique. Le premier point serait, la première question, pardon, serait vous citiez dans vos premiers slides un futur acceptable. Donc est-ce que du coup vous voyez pas une situation où on bride un inattendu acceptable, pardon. Est-ce que ça bride pas la capacité de défixation finalement de l'approche si le commanditaire est dans cette posture-là? Et la deuxième question que j'aurais, est-ce que vous voyez un lien entre vos travaux, la prospective globalement, avec la théorie CK de conception innovante de l'école des Mines? Merci. Alors, je vais répondre sur la théorie CK assez rapidement. Quand j'ai commencé ma thèse, on m'a invité à aller voir la théorie CK et moi, je n'ai pas réussi à voir comment l'intégrer, mais il y a très clairement des relations. Là, je laisserai peut-être plus Sébastien et Albert en discuter, parce que moi, ça a été une volonté de plutôt ne pas m'engager dans ce terrain-là. Mais du coup, il y a des ponts, c'est certain, vu qu'on m'y a amené au départ de ma thèse. Donc désolé, c'est une passe à l'aile, mais qui est sincère parce que je ne répondrai pas de manière qualitative beaucoup sur la réponse. Sur le premier point, sur l'inattendu acceptable, très clairement. Et pour moi, c'est une des limites de la science-fiction institutionnelle. Enfin, je ne sais pas si c'est une des limites. En fait, c'est un des périmètres de la science-fiction institutionnelle. Et c'est pour ça que ça me dérange quand on vient et qu'on dit « Ouais, mais ça a déjà été pensé. » Mais en fait, c'est pas le sujet. Et oui, on ne peut pas tout défaire parce que ça dépend de ce que veut faire le commanditaire. Et on revient toujours sur ce côté, c'est institutionnel ou organisationnel. Je sais plus qui faisait la remarque. Et vraiment, je me suis vraiment posé la question avec Sonia. Mais il y a quand même un point qui est une commande d'une organisation. Et du coup, cette capacité de fixation. Et ce qui est intéressant, c'est que cette capacité de fixation, vous pouvez la faire évoluer au fur et à mesure. Ce qui fait qu'un one-shot va pour le coup potentiellement sidérer, créer de l'intérêt, convaincre le décideur, faire se réaliser, créer quelque chose. Par contre, le fait de répéter, de compléter, vous allez pouvoir petit à petit venir négocier cette capacité de fixation et potentiellement créer des choses beaucoup plus décalées. Mais encore une fois, créer du décalé pour créer du décalé, en fait, ça dépend de l'objectif et de l'effet recherché, très sincèrement. Mais ce qui fait que la science-fiction n'est pas un outil magique, et moi, ça, j'en suis très honnête, et si on observe actuellement une sorte de boom, je ne sais pas s'il perdurera dans le temps. Très franchement. Albert David, à nouveau, merci beaucoup. Marie, c'est vraiment hyper stimulant et passionnant. Sur CK, la passe à l'aile sur CK. Sur CK, en fait, d'une part, on pourrait s'en servir pour une analyse ex post de la structure conceptuelle des scénarios, par exemple. On pourrait établir des généalogies. On pourrait repérer des poches de connaissances à creuser, même si on peut le faire autrement qu'avec CK. Donc, c'est une grammaire de lecture de ce qui s'est passé. Ça pourrait aussi servir dans le côté méthode pratique inspirée de CK pour organiser certaines phases d'atelier, mais il n'y a pas que cette façon-là de faire, et vous avez utilisé d'autres choses, même si ces autres choses peuvent se relire en CK si on veut, d'accord ? Donc, pas de problème avec ça. Tu t'en es pas servi, non pas parce que c'était pas pertinent en soi, mais parce qu'il y a d'autres choix possibles, et que dans une thèse, on peut pas tout faire. Après, Sébastien aura peut-être des compléments à faire, puisque vous en avez discuté à un moment donné. 2 remarques et 2 questions, mais rapidement. Dans la période actuelle, on est quand même sur des choses du type « il va tout de même pas faire ça, et si il le fait ». Donc, le « il », c'est qui vous voulez. Hein. Donc, ça élargit la gamme de ce qui est malheureusement envisageable. Autrement dit, on a surtout des attendus inacceptables. Petite boutade au passage. 2e remarque, rubrique « un bon raconting vaut mieux qu'un mauvais reporting ». Umberto Eco a écrit la préface de Un tout petit monde de David Lodge. Et dans cette préface, il explique que le roman a d'excellentes propriétés pour faire passer de l'information,
un peu comme en modulation de fréquence, il y a une onde porteuse et puis il y a un message. Le roman, c'est l'onde porteuse. Et il dit que croyez-vous savoir sur le monde ouvrier fin 19e, si ce n'est d'avoir lu Zola, ou sur le Paris anard des années 50, si ce n'est d'avoir lu Léo Mallet, et on pourrait multiplier les exemples. Donc il y a un côté dans ce que tu racontes qui est que le récit de science-fiction a des propriétés porteuses, et tu en as souligné quelques-unes, et il y en a peut-être d'autres que tu n'as pas eu l'occasion d'approfondir, et ça fait écho à ce que tu disais très bien sur le côté, c'est informé, c'est scientifique, c'est science-fiction. Alors, 2 questions. Relation avec les auteurs de science-fiction, pas facile d'intégrer le genre de cahier des charges et de situation dans laquelle ils sont, donc est-ce que tu as le droit de nous raconter un petit peu 2-3 trucs sur comment ils se sont débrouillés? Peut-être certains ont protesté ou étaient mal à l'aise ou sont partis. D'autres ont changé leur façon de faire. Parce que quand on s'appelle Schuiten ou Bilal ou qui vous voudrez, on a quand même son idée sur les choses et aussi son idée de ce qui est une œuvre d'art et ce qui ne l'est pas. Donc comment est-ce qu'ils ont dû avaler quelques couleuvres et tordre le cou à quelques principes ou pas? Et puis deuxième question, sur la transformation des acteurs. Moi, mes 20 ans d'expérience d'atelier et de conception innovante montrent que les gens disent en gros, je ne savais pas que je pouvais raisonner comme ça, et je ne savais pas que je pouvais travailler comme ça avec mes collègues. Donc, est-ce que finalement les acteurs sont sortis un peu transformés de tout ça, sachant que ce régime de conception innovante temporaire, tel qu'on peut qualifier ce que vous avez fait ou ce à quoi vous avez participé, il sert évidemment à produire des choses en rupture, des inattendus acceptables, des inconnus désirables, etc. Mais aussi, ça sert à restaurer, enfin plutôt réactualiser les régimes de conception réglés. C'est-à-dire que normalement, une fois qu'on a fait ça, la routine change. On se met à ajouter un certain nombre de trucs aux façons habituelles de travailler. Donc ma question, c'est de ce que tu as pu observer, ou ce que vous avez pu observer, quelle trace un peu durable ça laisse chez les acteurs, tout ça? Sébastien, tu veux réagir sur ces cas avant que j'enchaîne ou... Oh bah, ça a été bien dit par Albert, il a fallu faire des choix en fait, très, très clairement. Après, il est vrai que les imaginaires collectifs font partie des bases cas qu'on peut mobiliser évidemment dans une démarche, dans un raisonnement de conception innovante. Quand assez régulièrement je fais réfléchir des étudiants sur le parapluie innovant, bah, évidemment que les imaginaires autour du parapluie viennent alimenter des métaphores créatives. Voilà, donc c'est une évidence qu'il y a des connexions entre le genre de sujet sur lequel a travaillé Marie et puis la démarche Sheka, et puis effectivement, de façon purement rationnelle, et puis très... une thèse doit durer 4 ans et pas 10 ans, et c'est ces choix-là qui ont été faits. Voilà. Et pour répondre aux deuxième question, alors déjà sur la remarque de l'irrationalité, très clairement, on est en train d'élargir ce qui est rendu acceptable, hein, ce qui est considéré comme acceptable. On le sent qu'il y a une inquiétude, surtout, enfin, moi je sens que ça augmente l'inquiétude sur ces rapports-là, et ça change un petit peu les paradigmes de pensée, donc à voir si ça va se traduire dans la science-fiction institutionnelle qui est créée à nos devoirs dans la prochaine année, sur les récits qui sont publiés. Sur les auteurs, c'est quand même la rencontre entre deux mondes. Hein. Je pourrais pas tout raconter, mais il y a eu des passages quand même extrêmement drôles, où par exemple Françoise Keuten se retrouve en régiment et ne comprend pas l'ensemble des lits en enfilade. Pour ceux qui connaissent pas, Françoise Keuten, c'est un des papes de la science-fiction belge. C'est un illustrateur de bande dessinée. Il est notamment le père avec Benoît Peters des Cités obscures. Enfin, voilà. Donc, il y a eu des choses extrêmement drôles. Ce qui est marquant, en tout cas moi, tel que je l'ai vu, parce que je pourrais pas prendre la parole pour eux. Ils sont prêts à en discuter, hein, si vous voulez en inviter, type Romain Lucaso, Laurent Genefort. Je sais qu'ils seront un plaisir de venir témoigner, ou Virginie Tourné. Ce que j'ai pu voir, c'est que déjà, tous étaient très au clair que le mode de création et de production n'avait rien à voir avec leurs œuvres artistiques. Très rapidement, ils l'ont compris. Pourquoi ? Parce qu'on n'était déjà pas dans les mêmes temporalités, on n'était pas dans les mêmes contraintes, les mêmes modes de diffusion, même juste ça en fait, les mêmes modes de diffusion. Du coup, il y avait quand même cette adaptation des modes de fonctionnement. Aussi de dire en fait, par exemple, certains, et ça c'est très personnel en fait, les auteurs ont tous des manières différentes de créer leur univers et leur fiction.
Certains, par exemple, disent je pars du personnage. Et j'ai créé tout un monde autour de ce personnage. Or là, on partait d'une thématique jugée d'intérêt pour éclairer un angle mort. Ce qui n'est pas tout à fait la même chose. La notion de personnage, du coup, prenait vraiment un pas de recul pour revenir uniquement à la fin dans certains cas. Il y a aussi un auteur qui me partageait le fait de dire, en fait, c'est super particulier parce que du coup, quand je fais de la science-fiction institutionnelle, ce qu'on me demande, c'est de poser une question. Là où quand je crée mes bandes dessinées de science-fiction, j'ai le schéma, je sais où je vais aller, je sais où je vais amener l'auteur. Et la question, c'est plus toute l'aventure qui va faire. Enfin, c'est plus des occasions de péripéties qu'autre chose. Or là, il fallait partir, du coup, au contraire de cette question, arriver à cette question, et dire, en fait, ça change totalement notre manière de réfléchir et de concevoir un récit. Et qui plus est, en plus, il y avait ce côté conviction qui était très forte. Conviction de parler aux décideurs, donc faut créer la sidération, faut créer l'intérêt, et en même temps, faut convaincre que ce qu'on dit, c'est pas totalement idiot. Et par exemple, donc il y a un des scénarios qui s'appelle Face à l'hydre, qui traite de l'injection immédiate de connaissances. Enfin, quelque chose comme ça. On a énormément discuté avec un directeur de recherche de l'ENS-SUL, de l'Institut Jean-Nicot de mémoire, qui s'appelle Valérien Chambon, en neurosciences, pour savoir est-ce qu'on peut le faire, est-ce que c'est absurde, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on ne veut pas faire. Et il y a eu quand même tout un apprentissage de la part des auteurs, même juste du vocabulaire neuroscientifique à intégrer au récit, pour que du coup, quand un général le lit, il se dit pas ça sort du chapeau, j'en fais rien. En fait, si c'est informé, et c'est suffisamment informé pour que je m'y intéresse. Et donc du coup, il y avait aussi ce rapport toujours justifier son récit, qui est un peu particulier, qui est quelque chose qu'ils n'ont pas l'habitude de vivre. En tout cas, moi, j'ai pris comme ça. Je pense que les armées est quand même un milieu aussi très particulier, très fort sur le plan citoyen. Enfin, on veut tous y aller avec des convictions citoyennes fortes, de dire je fais quelque chose d'important. Et en même temps, c'est une institution qui peut avoir tendance à absorber facilement. Et du coup, c'est pour ça, quand on parle de la stabilité des dimensions créatives, c'est pas anodin. La question s'est posée de dire est-ce qu'il faut renouveler le bench d'auteurs ? Parce que plus ils sont impliqués, plus ils ont des connaissances précises, plus du coup ils ont potentiellement des récits à plus-value, mais en même temps, plus ils sont un peu commisés potentiellement par l'institution. Et du coup, il y a un équilibre qui est très fort, et justement, nous, c'était tout notre rôle en tant que la team de pouvoir identifier et créer suffisamment de portes étanches pour tirer les sonnettes d'alarme ou s'assurer que cette stockomisation, elle prenait pas le pas sur la créativité et la capacité à proposer des idées. Donc voilà, et je pense que surtout il y avait ce côté, en fait, comment ils ont fait, ils ont parlé, et franchement il y a eu des discussions auxquelles j'ai assisté qui étaient hilarantes, d'auteurs qui arrivent, qui ont parlé de sous-marins, qui vont aller visiter des choses, qui savent pas comment ça fonctionne. On sent que leur première question c'est de dire qu'est-ce que tu manges toi ? Enfin, il y a quand même un rapport, un regard sur les armées qui est totalement décalé par rapport à ce que les armées s'attendaient à se voir poser comme question et comme aspect. Et du coup, il y a eu beaucoup d'informations de leur part. Mais ça, c'est classique. Ils m'ont dit, en fait, sur tout récit de science-fiction, quand ils écrivent un roman, ils font une bande dessinée. En fait, il y a toujours une part où ils passent presque un an à étudier, à lire, à rencontrer du monde avant de pouvoir créer. Et ils ont fait la même chose pour les armées. Si ça répond. Voilà. Et la deuxième, j'ai oublié. Ouais, trace chez les acteurs. Merci beaucoup. C'est marrant. Alors moi, je continue à en voir certains. Mais j'ai créé aussi des liens d'amitié et je continue à en travailler sur d'autres projets avec certains. C'est très dépendant de l'individu, j'ai l'impression. Certains, du coup, ont véritablement changé leur manière de s'informer sur le futur. Je savais que c'était ça la plus grosse stress, c'est dire qu'ils ont multiplié les sources. Et ils ont multiplié les sources d'informations en disant tiens, peut-être ce qui se passe par exemple sur la natalité, le fait que des milliardaires chinois utilisent la GPA pour avoir 100 enfants, dire en fait peut-être que ça a un impact pour moi. Là où ils n'allaient pas forcément chercher autant en dehors de leur secteur d'activité, et ils apprennent à faire les ponts. Et il y a surtout beaucoup plus d'acceptation de multiplier les scénarios. Chez d'autres, il y a juste ce côté de c'était une belle aventure. Ça, on va être très honnête, c'est aussi très dépendant individuellement des traces, mais pour moi, c'est la plus grosse trace que j'ai pu observer. Moi, j'ai une petite question ou commentaire. C'est intéressant parce que sur YouTube, vous pouvez aller voir un certain nombre de ce petits films de la Red Team Défense. Il y en a quelques-uns, de différentes saisons, je crois. Je crois qu'il y en a, oui, différentes saisons. Et c'est intéressant parce que moi, je trouve que
petites vidéos qui ont le plus de pouvoir diégétique au sens de la design fiction de Kirby, là, c'est-à-dire un pouvoir de matérialiser les choses. Je trouve que ce sont les vidéos dans lesquelles on a des personnages un peu travaillés. Ils ne sont jamais trop travaillés parce que, comme tu l'as dit, les récits sont pas rentrés vraiment par le prisme personnage, mais il y a quand même quelques vidéos où on voit que le récit se centre sur un personnage qu'on travaille un petit peu. C'est le vendeur là de trucs génétiquement modifiés, là, par exemple, ou c'est la mamie à qui on met un espèce d'implant tatou là, pour lui injecter des compétences. Je trouve que là, il y a un peu de... Enfin, on rentre plus dans le récit. Kurt Vonnegut, qui est un écrivain qui a écrit sur l'écriture, dit que en fait, la force du récit, c'est le travail sur les personnages. Il faut qu'il arrive des choses aux personnages, quoi. Il faut que... il y ait des péripéties, il faut que le personnage, on ait envie de trembler pour lui, etc. Et je me demandais si les auteurs n'avaient pas, pour faire la suite de la question qui a été posée par Albert, si les auteurs n'avaient pas été en perpétuelle souffrance ou frustration de n'avoir pas pu plus rentrer dans les récits par la porte du personnage. Sans amoindrir les messages, sans amoindrir la construction qui a été faite autour des menaces, etc. Est-ce que ça n'a pas été une souffrance pour les auteurs? Très bonne question. Après, je vous montrerai la vidéo de la mamie pour comprendre de quoi on parle. Je pense que pour certains, oui. Pour certains, non, parce qu'en fait, c'est pas un choix qui a été imposé pour le coup. Et non, mais il était beaucoup pour plus de personnages, pour plus d'incarnation. Mais c'était plus une ambivalence du récit entre faut que je justifie mes choix, faut que je montre que c'est important, faut que je montre, en fait, ce sont des récits sur la rétime défense qui sont extrêmement explicatifs. C'est-à-dire qu'on part d'une situation A, on va expliquer toutes les étapes pour arriver à une situation B. On n'est pas du tout dans, par exemple, ce qu'on a fait sur la bande dessinée pour l'OTAN. En fait, on a une situation B, en plus, hyper en 2099, et c'est plus par des dialogues qu'on va montrer qu'il y a des choses qui ont changé, mais on l'explique même pas, en fait. C'est de l'insinuation. Et du coup, ça a été un choix, je pense, du collectif d'auteurs qui a été impliqué également. Ça a été un choix, une stratégie d'écriture, ce qui a préféré écrire des récits, du coup, très explicatifs, avec des personnages, quand même, quelques-uns, mais qui étaient moins centrales. Enfin, on n'était pas conjugué dans des situations, on suivait pas la vie d'un personnage. Là où, par contre, dans les vidéos, dans tous les supports de diffusion, de communication, ils présentaient des personnages, des situations concrètes, un peu des extraits de vie pour donner corps à ces idées. Donc, je pense que pour certains, oui. Je pense que ça a été un choix collectif d'écriture parce que du coup, c'est aussi la difficulté quand on est plusieurs créatifs autour d'une table pour écrire un seul et même récit à de très nombreuses mains. C'est la poursuite des recherches qu'on doit également faire ensemble, de savoir en fait quelle est la place justement du personnage, qu'est-ce qu'on peut en faire, quel est le point de vue, comment est-ce qu'on peut créer des design fiction qui soient véritablement marquants et utiles en fonction de l'objectif qui est fait. Et je pense que je vais juste vous montrer du coup celle-ci, comme ça vous pourrez voir un autre exemple. Tout est accessible sur internet, sur les productions publiques. Alors, comment tu te sens? Ça picote ton truc. Ça, c'est normal, je viens de te poser l'implant. Oui, mais ça picote fort. Toi aussi, hein. Sinon, pas de migraine? Rien? Ah, laisse ma tête tranquille, elle se porte très bien. Mais t'es sûr que ça ne va pas s'infecter? Aucun risque, c'est des polymères auto-nettoyants. Quand même, ça picote. Ok, laisse-moi voir. Ah, C'est trop stylé. t'as réussi à produire le modèle? J'ai testé l'engramme d'un artiste dont je t'avais parlé. Et c'est comment? Attends, je te montre en vidéo. Bon, on va pouvoir tester l'implant. T'as déjà vu ce genre de carte? C'est une carte en gramme, non? Exact. Hey, c'est beaucoup plus petit que ce que j'imaginais. Et encore, il y en a des nanos. Et tu vas pouvoir verser toutes mes compétences médicales là-dedans. Infectiologue, c'est beaucoup d'années d'études quand même. T'inquiète pas. Et après ça, on pourra diffuser tes compétences à tous ceux qui en ont besoin au pays. Mais d'abord, je vais te montrer comment ça fonctionne.
Non, 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 non. Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ça? Ben, tu vas monter une arme. Moi? Ça, c'est ton affaire. Justement, j'ai engrammé une carte avec mes compétences. Bah, arrête de te moquer de moi, hein. De toute façon, je suis pied gauche. Attends, tu vas voir. Alors? La tige qui était sur le sort. C'est dingue. Je peux? Bien sûr. T'es doué. Je crois bien que ça fonctionne. Évidemment que ça fonctionne. Mais tchoukou, il faut rester en cataclino, d'accord? T'inquiète pas pour ça, tu me connais. Oui, justement, discrète. Maintenant, on va pouvoir engrammer tes compétences médicales. Sois la bienvenue chez Emma Wish Tanti. Merci. Donc voilà un exemple. Puis cette vidéo, elle est bien sur plusieurs aspects. Je vais raconter plusieurs anecdotes. Il y a eu notamment des discussions très animées sur est-ce qu'on comprend bien. Parce que l'objectif d'une vidéo, c'est pas juste de faire un production virale dans le cas de science-fiction institutionnelle. C'est vraiment de faire comprendre le principe. Et du coup, là, on avait ce sujet de montrer, en fait, comment fonctionnait une carte, comment fonctionnait l'injection de connaissances, de montrer la diversité, de dire, ça peut être utilisé pour le bien, ça peut être utilisé dans un plan militaire, ça peut être utilisé pour le mal. Et je vous laisse imaginer les applications qu'on pourrait avoir actuellement aux États-Unis si ce genre de choses existait. Il y a eu aussi quelque chose qui était très fort, c'est sur le personnage central. On s'était dit qui on met, comment est-ce qu'on implique, qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qui marquerait en termes de discours. Et il y a un autre sujet, et ça je vous parlais du coup, typiquement la Blue Team a été impliquée pour montrer comment on montre une arme. On savait pas comment monter une arme, hein. La société de production savait pas. On avait besoin d'accéder à des choses. Ils ont accompagné sur le tournage, donc ça vous montre, quand on parle de cohérence militaire, c'est ce genre de choses qu'on leur demande pour être sûr qu'on leur parle. Et pourtant, malgré ça, on diffuse au sein du ministère, on en parle, première réaction qu'on a, c'est l'arme n'est pas montée. Rupture d'adhésion totale. Juste parce que l'arme n'est pas montée à un détail près, ou mal montée. C'est pour vous montrer, quand on parle de cohérence, c'est extrêmement important, parce qu'à partir du moment où on perd l'adhésion, la personne va se focaliser sur ce détail, même s'il est microscopique, et ne va pas s'en détacher, parce qu'en fait, c'est principe science-fiction, on revient sur une des premières slides, dialectique entre familier et inconnu. Si mon familier n'est pas familier, j'arrête. Et je perds. Surtout quand je suis censée l'utiliser pour réfléchir de manière stratégique. Moi, ça m'a rendu folle. Hein. J'étais là, j'étais assez idiot. Ouais. Bonjour, je m'appelle Lily et je suis en master en management de l'innovation. Et j'avais une question sur l'indice de fiabilité qu'il y a dans le coin de la vidéo. Est-ce que c'est quelque chose qui est totalement aléatoire ou... Oui, là, c'est pour le besoin. En fait, c'était un peu la question de se dire, en gros, dans le scénario, c'est les méchants. Globalement, enfin, c'est des insurgés, ce genre de choses. C'est un mouvement international. Et du coup, il y a ce côté de montrer, en fait, ça, c'est des petits détails qui sont idiots, mais qui vont créer l'immersion dans le fait que c'est la science-fiction. On montre qu'on l'a récupéré, et du coup, la société de production a dit, attendez, on peut faire un indice de fiabilité pour montrer, on ne sait pas si c'est l'IA, pas l'IA. Pareil. De l'insinuation, très légère, pour montrer des choses. Mais c'est de la pure immersion dans le monde. Oui, bonjour, Mathieu Baya, étudiant dans le Master Management de l'innovation. Moi, j'avais une question concernant l'IA. On n'en a pas énormément parlé et je voulais savoir quel rôle ça allait prendre dans la prédiction de ces potentiels nouveaux scénarios. On voit qu'aujourd'hui, ça prend beaucoup plus de place sur beaucoup d'aspects. Il y a même des États qui commencent à l'utiliser pour potentiellement anticiper ce qui va venir.
Donc je voulais savoir, vous, comment vous vous positionnez là-dessus. Ouais, bien sûr. Alors déjà, vous allez voir que quand il y a eu les annonces d'OpenAI pareil, en 2022, vous imaginez la levée de bateau que j'ai eu de la part des auteurs. Oh, mais ça ne nous remplacera pas. C'est nul, donc c'est pour ça. On ne parle pas d'IA parce que ça a été aussi un choix de notre part de dire non, non, en fait, on reste sur de la créativité humaine et des productions humaines. Et en fait, l'impact n'est pas du tout le même si actuellement l'IA progresse tellement qu'on pourrait avoir des rendus très qualitatifs. Mais à l'époque, en tout cas, il y avait ça. Sur la prospective, c'est vrai que c'est un sujet qui monte, moi sur lequel je suis très honnête, je suis extrêmement mal à l'aise. Pourquoi ? Parce que en fait, l'IA est un outil et reste un outil. C'est-à-dire que moi, je peux l'utiliser, mais j'utilise pour m'informer, pour trouver des fois la bonne source, aller chercher, etc. Mais ne peut pas remplacer, parce qu'en prospective, quand on cherche à créer des informations pour demain, ça veut dire aussi la capacité à faire des liens. Et à associer des connaissances ensemble qui des fois paraissent éloignées pour se dire ok, je fais une projection, voilà ce qui va se passer. En fait, derrière, il y a quand même énormément d'intelligence. Et pour l'instant, en fait, cette intelligence, elle demande aussi un petit peu de créativité. On ne peut pas rester sur le connu. Si vous demandez, par exemple, à une IA de dire c'est quoi le futur, je sais pas, autour de la parentalité, je sais pas si elle vous questionnera sur ce que je viens de dire, par exemple, sur la GPA, des milliardaires chinois qui construisent des empires à travers le monde. Il y a tous ces sujets-là de dire, en fait, pour l'instant, je dis bien, on n'est pas capable de faire ces points. Par contre, et puis aussi, je vais être très honnête, moi je le vois auprès de clients, en fait, ils nous disent, ils voient quand c'est généré par IA. Et genre vraiment, non mais ça se voit quand quelqu'un n'a pas réfléchi, quand il présente ce genre de choses. Donc outil à la fois formidable et dangereux, je sais pas quoi en faire. Et quand on parle de prospective, je pense qu'il faut faire très attention sur son utilisation, si ça répond. Alors, excellente question, hein. Fantastique. Moi, j'utilise l'IA à fond dans les sujets de prospective, donc on peut en discuter après si vous voulez. Il faut pas prendre sortie brute. Réponse courte, l'IA n'invente rien. Elle ne fait que recracher ce qu'elle a déjà lu. Donc, ce que vous disiez, elle va pas aller faire des confrontations entre deux thèmes et qui peuvent être l'étincelle qui débouche. J'ai juste un commentaire sur le côté immersif. On a beaucoup parlé de scénario, donc rédaction d'un texte qui s'apparente à une nouvelle, de visuel, Schuiten, de vidéo. Il y a d'autres formes. On pense à la dent connectée, qui a été un artefact et de speculative design et qui s'est retrouvé dans l'exposition de radar et tout ça. Mais il y a d'autres formes en termes d'artefacts. L'audio, par exemple, est hyper puissant. De mon point de vue, beaucoup plus puissant que du visuel. Et probablement, en termes de coût, beaucoup moindre à produire. Les sons, les voix, l'atmosphère, tout ça se ressent extrêmement bien. D'un point de vue pratique, c'est plus compliqué de faire partager à un groupe, mais c'est très puissant. Et en termes d'artefacts, il n'y a pas qu'un texte... un texte comme un roman, on peut faire des artefacts qui sont... on l'avait fait pour la DGA, des espèces de pseudo-rapports de journaux professionnels de militaires, ou une fausse page Wikipédia, ou un documentaire dans un magazine. Tout ça, c'est autant de formes qui ont aussi de la puissance, en plus de ce que crée naturellement un auteur de science-fiction. Oui, bien sûr. Bah, sur les artefacts, en fait, il y a un panel qui est un peu illimité, et pareil, on a testé. L'audio, on a testé, moi, je trouve que les conditions de consommation pour que ça marche sont quand même hyper particulière. Et du coup, c'est pas. En fait, il faut réfléchir. Le format est dépendant de l'effet recherché. Et du coup, sur une vidéo, on va chercher la viralité, on va chercher la consommation individuelle, le partage sur les réseaux sociaux. Avec l'audio, on va chercher un côté très sidération, mise en scène. On a fait aussi du théâtre, on a fait des mises en scène. On a un peu testé tout sur tout ce qui est faux journaux, faux rapports. Ce qui est intéressant, c'est du coup, donc ça, c'est une grosse basique du design fiction. Design fiction, c'est le fait d'utiliser du design pour imaginer des choses et confronter. Ça passe particulièrement par des objets. Et il y a un côté où ça se prétend vrai alors que c'est faux. Là où la science-fiction, on sait que c'est une fiction. Enfin, il y a un côté un peu un jeu avec la réalité comme ça. Ça fonctionne. Les gens ont commencé à l'avoir beaucoup vu. Nous, on sent que y a quand même maintenant, on est genre, ouais, les rapports, les unes de journaux, les fausses actualités, en fait, c'est pratique. On va pas se mentir, dans nos métiers, c'est hyper pratique de faire, flash info, on présente une situation rapide. On l'a vu. C'est beaucoup plus complexe de présenter un monde. Par contre, un monde, ça demande un temps de consommation pour l'audience
qui est monstrueux. Et du coup, c'est pour ça, tout un palette, vous avez totalement raison, une palette d'outils incroyables et qui se développe, notamment avec l'IA aussi, qui est rendue accessible, mais à voir ce qu'on peut en faire. Sur l'audio, juste le rappel du canular radio d'Orson Welles de 38, qui est à mon avis un des premiers objets de design fiction finalement qui a marché du tonnerre. Et donc effectivement, moi je pense que la radio, enfin l'audio et la radio en particulier ont un pouvoir, hein, enfin peut-être insuffisamment exploré, parce qu'effectivement le visuel sidère beaucoup plus rapidement, beaucoup plus vite, et puis on est peut-être aussi les générations actuelles peut-être ont un rapport au visuel, à l'écran, etc., qui est peut-être un peu différent des générations plus anciennes. On a le temps pour encore, Stéphanie me disait, pour encore 1, 2 max questions. Bonjour, Frédéric Borlet. Je ne t'entends pas, excusez-moi. Bonjour, je m'appelle Frédéric Borlet. Alors, je voulais rebondir sur la géopolitique. En fait, ce qui se passe, c'est que c'est souvent l'origine des conflits, c'est l'accès aux ressources et le contrôle des nœuds commerciaux. Et donc, c'est souvent, mais ce qui est important aussi, c'est la dynamique des populations. Quand vous avez une population, c'est soit un torrent, soit qui sort de son lit, ou bien un filet de ruisseau. Et donc, on n'a pas d'ennemis avec un pays, mais on a souvent des problèmes avec un dirigeant. Et donc, je pense que vous avez dû travailler là-dessus, sur l'évolution des guerres économiques entre des confédérations d'États ou d'une grande puissance. Par exemple, la Chine et les États-Unis, actuellement, c'est la guerre économique. On est en guerre économique en permanence avec nos partenaires, qui sont des compétiteurs. Et malheureusement, ça peut dégénérer en conflit ouvert parce que on n'a plus les moyens d'être en compétition d'une manière loyale. Vous voyez, donc il y a des personnes qui cherchent des dirigeants qui disent bon, on n'y arrivera pas, donc on renverse la table. Et c'est à ce moment-là que vous avez un conflit. Les origines des conflits sont vraiment multiples, hein. Il y en a énormément. Pourquoi est-ce qu'on part en guerre? Là, c'est plus mon camarade de jeu, Nicolas Morziel, qui est spécialisé là-dessus. Mais c'est beaucoup plus complexe, même que juste les ressources, les développements de population. Il y a des fois de l'irrationalité qui rentre purement en compte. Il y a la perception. Du coup, nous, ce qui a intéressé les auteurs, je dis nous, mais en fait, les auteurs avaient vraiment à cœur, et notamment portés par Virginie Tourné et Romain Lucaso, de s'intéresser à des diversités d'origines de conflits. Et du coup, par exemple, j'ai la ruée vers l'espace, c'est une guerre économique, pure et dure, sous le soleil. Guerre économique, et juste se dire justement jusqu'à quel moment les armées peuvent être impliquées. C'est ce type de questions qui sont posées. Une guerre écosystémique, c'est se dire est-ce qu'on va aller perdre des soldats pour défendre une zone naturelle. C'est typiquement, on a questionné ça avec une très large diversité aussi. Il y a par exemple Chronique d'une mort culturelle annoncée, qui questionne ce qui fait société, de dire qu'est-ce qui fait société, qu'est-ce qui fait qu'on a du lien, qu'est-ce qui fait qu'on accède aux populations, qu'est-ce qui fait qu'on peut avoir une politique publique. Enfin, il y a eu énormément de questions là-dessus. Après, je rentrerai pas du coup dans les détails de noms ou autres, mais oui, c'est intéressant. Et de toute façon, il faut se questionner sur ces sujets-là, sachant que quand même l'ambition c'était de dépasser des choses qui, pour moi, je reprends les termes de Florence Gaube, qui sont pas de l'ordre de la prospective, mais de l'actualité sur la démographie. J'espère qu'ils se sont posé la question quand même sur les mouvements de population. Sur le climat, je suis plus sceptique, mais j'espère quand même aussi qu'il y a quand même des considérations sur les famines, sur des terres qui deviennent arides inhabitables, sur tout ce qui est ressources. Typiquement, on va pas traiter, je sais pas, de métaux, de terres rares, ce genre de choses, parce qu'ils le traitent déjà haute. Et nous, l'objectif, c'était d'amener justement des considérations de sources de conflits qui soient autres, ou en tout cas d'autres manières de faire des conflits. Et c'est ça qui est intéressant aussi quand j'ai discuté en interne au travers de différents entretiens pour ma thèse, c'est que tous les acteurs nous attendaient sur la technologie. Parce que science-fiction, science, ce genre de choses. Et en fait, ils ont dit, on a trouvé une diversité qui était beaucoup plus large que la seule technologie et notamment des considérations très sociétales et politiques par rapport à la France. Oui, je voulais juste commenter rapidement la vidéo parce que je la trouve extraordinairement subtile. 2-3 remarques, vous me direz si c'est correspond aux intentions des auteurs, mais on a un décor un peu post-guerre, combinaison ruine, pauvre, etc., très brut.
un personnage central qui est, on va dire, l'équivalent féminin de Morgan Freeman. Donc, ça veut dire à la fois très malin, très sage et un peu joueur, un peu joueuse. Une voix off qui est une jeune femme. Certains disent que les femmes ont un rapport à la machine un peu plus rassurant que les hommes. Et donc, c'est intéressant que ce soit un univers féminin là. On pourrait discuter, mais ça ouvre une autre conversation. Et il y a le côté, on a tous rêvé d'apprendre des trucs tout de suite. Qui n'a pas rêvé de parler immédiatement 150 langues? Et d'un autre côté, comme tu disais, c'est effrayant. On retrouve cette ambivalence dont Jacques Ellul parlait pour les techniques. Et enfin, le côté, c'est ancré dans des espèces de traditions sociales. Il y a des mots qui sont des mots un petit peu visiblement locaux, qui vont renvoyer à une sagesse d'une société un peu ancienne qui a ses traditions, des mots qui désignent la discrétion, etc. Et donc, voilà, je trouve que le mélange est vraiment incroyable. Et effectivement, il y a cette... j'imagine, ça a dû supposer pas mal de boulot avant d'arriver à ça, et peut-être déclencher aussi des discussions assez dingos ensuite. Et j'ai pas regardé les autres, mais si elles sont toutes comme ça, bravo. Il y en a qui sont assez folles, et pour ceux qui connaissent ou reconnaîtraient les caves des mines dans certains fonds de décor, donc c'est assez rigolo aussi. Pour le décor, très franchement, je pense que c'est plus l'occasion qui a fait le larron, parce que c'est compliqué à Paris aussi d'avoir SEO. Vous doutez qu'on n'a pas les moyens de Netflix sur le projet, même s'il y a quand même des beaux moyens pour arriver à ce type de résultat, on va pas se mentir. Du coup, il y avait un peu aussi de se dire de construire la scène autour de ça. Pour les personnages, ce qui est marquant, c'est que des fois, il y a des évidences pour les auteurs ou pour les créatifs qui seront impliqués. Notamment, là, c'était un gros travail d'une designer qui était là. C'est une femme et c'est une femme noire. Il était là, vraiment, j'ai pensé la scène et j'ai construit la scène autour de ce personnage central-là. Et du coup, après, c'était plus de dire, bah d'accord, mais qui lui parle, quelle est la cohérence pour qu'elle lui parle, pour qu'elle lui fasse confiance, qu'est-ce qu'on peut faire. Mais il y avait ce personnage qui était vraiment au cœur de ce que j'ai compris. Et sur l'argot, moi, j'avoue que c'était un des moments que j'ai trouvé les plus fins, parce qu'en fait, c'est de l'argot qui sont inventés. Je suis sûre, c'est des mots inventés pour montrer justement la dimension très évolutive aussi de la langue et potentiellement de culture et de rapport à la technologie et à toute chose. Mais je suis d'accord que ça m'a beaucoup marqué. Je trouve que ça rend bien en plus. C'est suffisamment présent, mais subtil, mais pas présent, pour que ce soit pas lourd. Parce qu'il y a un danger quand on fait ce type de démarche avec la science-fiction et le design fiction. C'est non, ce qu'on appelle au sein du collectif Making Tomorrow les futurs préemballés. C'est des choses qui font futur, des props du futur. Tu les utilises, ça fait futur. Tu mets une voiture volante, tu mets la couleur bleue. Tous les futurs, vous réfléchirez à ça. Tous les futurs sont de couleur bleue, violette, rose pâle. Blanche. Red Team. Non, mais Red Team, ça c'était le côté offensif pour jouer les méchants. Mais du coup, il y a quand même des usages faciles pour faire futur que des fois on utilise, des fois on n'utilise pas. Et du coup, là, je me suis dit, en fait, c'est quand même un usage hyper subtil et intelligent qui permet de faire futur de juste avoir intégré 3 mots, quoi. Je trouve que c'est une des vidéos, le geste artistique est le plus... comment dire, le plus fouillé, quoi, le plus subtil, tu disais, Albert. Je trouve que c'est assez intéressant. Si vous voulez voir de la science-fiction, de la jolie science-fiction, je vous recommande d'aller jeter un coup d'œil sur les travaux de Sid Mead. Sid Mead, c'est un designer qui a bossé notamment sur les décors de Blade Runner, par exemple. Et il fait une espèce de représentation très désirable, pour le coup, du futur. C'est très lisse. Il y a beaucoup la couleur bleue, comme dit Marie, etc. Je vous invite à aller voir ces œuvres, c'est assez bluffant. Et sur l'esthétique de science-fiction, je vais juste finir là-dessus, parce que moi, il faudrait que je parte à 30, je suis désolée, mais c'est un sujet qui m'intéresse au-delà de ma thèse. Moi, je m'intéresse à me dire, en fait, qui finance les productions de science-fiction, quels seront les points. Enfin, là, je parle de production type créative, Netflix, tout ça. Et ce qui m'a parlé, on parlait de l'oxychine, le problème à 3 corps. Je vous ai montré une photo, donc c'est un film The Wandering Earth. Donc c'est c'est un double roman, je crois. Enfin voilà, gros carton. Et en fait, ils en ont tiré un film. C'est une machine en Chine. C'est incroyable. Enfin, c'est des stars. Moi, j'y suis allée. C'est vraiment des énormes stars. Ce qui m'a marqué, c'est que derrière toute la production de ce film et des effets spéciaux, on a Meta Workshop. Et là, j'ai fait appel aux gros geeks de la salle. C'est ceux qui ont fait Le Seigneur des Anneaux, Avatar, etc. Parce que moi, quand j'ai vu le film, je me suis dit, tiens, c'est marquant. Enfin, c'est vraiment des codes que je reconnais. Et en fait, ces reprises de codes esthétiques, c'est absolument pas anodin pour vendre une science-fiction chinoise. Et il y a quand même rien que l'usage des couleurs, ce genre de choses,
voilà, bon, il y a des choses à faire. Merci beaucoup, Marie. Merci.